Bon. Je prends la parole ou tu nous introduis? On peut. Bon, alors bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence ce matin donc pour le nouveau cycle de Matinale RH que l'on reprend en présentiel depuis quelques mois où on a pratiqué davantage en webinar. Donc on reprend ce cycle ce matin avec Sandrine Plançon donc de l'atelier des consultants et Alain Sicasa, je sais jamais, droit des dirigeants. Voilà. Et donc, ils vont vous parler du télétravail. Ça nous semblait utile de reprendre avec ce thème puisqu'il est d'actualité. Donc voilà, on prend donc en présentiel et puis on a pas mal de personnes également en visio qui nous suivent. Ok, je laisse la parole. Merci Caroline. Pour moi, c'est une première de parler à la fois à la salle et à la fois au micro. Surtout pour les gens qui sont au webinar, si vous ne m'entendez pas bien, faites-le savoir. J'essaierai de parler plus clairement. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va aborder le thème du télétravail. Et ça a déjà été abordé pendant le confinement. Il y a eu déjà pas mal de webinaires sur le sujet. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est pérenniser. C'est vraiment tout le sens qu'on va donner à cette présentation, c'est faire que quelque chose dure. Alors, avec Alain, on a voulu faire un trait d'humour en disant on va passer du télétravail subi au télétravail choisi. Mais vu les événements et les informations de ce matin, on va peut-être aussi être obligé de repartir vers du télétravail subi. Donc, il y a vraiment urgence à préparer et à traiter ce sujet-là. Donc, je me présente rapidement et je vais donner la parole à Alain, avec qui on va co-animer la présentation. Donc, moi, comme le disait Caroline, je suis associée à l'atelier des consultants, installée à Troyes. Ma spécialité, c'est QSE, qualité, sécurité, environnement. En fait, depuis le Covid, je fais beaucoup de sécurité, de prévention Covid, de mise à jour de documents uniques, de choses comme ça. J'ai aussi une sensibilité, je pense, et une expérience au niveau managérial. Et là, on va voir tout à l'heure dans la présentation que pérenniser, ça va passer vers vraiment le collectif, le construire ensemble. Donc, toute cette partie management, accompagnement qui m'est vraiment chère. Donc, voilà. Alain ? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, content de reprendre un peu de présentiel après avoir vécu derrière les écrans pendant un certain temps. Donc moi, je fais effectivement partie de la franchise qui s'appelle Bredouille des dirigeants, sur la partie ressources humaines. Mon métier aujourd'hui, c'est d'intervenir dans les TPE, PME. Excusez-moi, il y a une personne qui est en train de taper sur un clavier. Ça fait un boucan du tonnerre et on n'entend pas du tout ce que dit monsieur. Est-ce que ça va mieux là? Ouais, là ça va mieux. Il n'y a pas de souci, là c'est bon. Ok, Vous pouvez reprendre un petit peu en arrière parce que j'entendais rien du tout. Voilà, je vous remercie. Tu peux reprendre ta présentation. Ouais, je reprends. Ok, donc Alain Sicasa, moi je fais partie d'une franchise qui s'appelle Bredouille des dirigeants. J'interviens sur la fonction RH et mon métier, donc c'est d'être responsable RH à temps partagé dans les TPE, PME. Donc, je tourne dans différentes petites sociétés, j'apporte mon expertise RH. J'ai une trentaine d'années d'expérience industrielle, j'ai une formation d'ingénieur à la base et je suis intervenu en tant que chef d'équipe, chef d'atelier, responsable de site de production et responsable de service ressources humaines pour finir. Donc j'ai créé ma société il y a 2 ans dans le cadre de cette franchise. J'interviens sur les territoires Meuse-Haute-Marne et Aube principalement. J'ai 2 bases, on va dire, principales de travail, une sur Troyes, une sur Bar-le-Duc. Voilà. Donc, effectivement, on est intervenu plusieurs fois avec Sandrine sur la partie documents uniques, notamment, et plus d'activités pendant le confinement. Et là, on s'est dit que c'était bien d'intervenir sur le télétravail, où il y a à la fois, effectivement, des interrogations sur la partie ressources humaines, accords, etc., mais aussi sur la partie sécurité, notamment organisation. Voilà, donc passer du télétravail subi au télétravail choisi, que certains ont aussi intitulé passer du télétravail imposé au télétravail anticipé. Donc effectivement, on a subi ce télétravail pendant le confinement. Comme le disait Sandrine, on risque de le revivre peut-être sous peu, et donc essayons de nous organiser pour faire en sorte que si demain on doit le revivre, on l'ait un peu plus anticipé, un peu plus organisé et un peu plus choisi dans la façon dont on va le gérer. Ça a marché tout à l'heure, ça va remarcher.
J'ai l'impression qu'il y a une problème de mise en œuvre et tout ça. Ok, donc voilà juste quelques chiffres sur le télétravail. Hein. On va être prudent quand même avec, mais effectivement, il y avait quelques pourcents qui étaient supposés travailler en télétravail en 2017. Malakoff-Médéric, passé sur 2018, sorti en 2019, faisait état de 29% de télétravailleurs. Voilà, on voit que le nombre d'accords d'entreprise n'a pas évolué de la même façon. Il faut faire attention, c'est que quand on regarde un peu en détail ce sondage, c'est que sur les 29%, il n'y en avait en fait que 9% qui travaillaient de façon régulière en télétravail et dans le cadre de quelque chose de contractualisé. Tous les autres, c'était du télétravail plus ou moins occasionnel et qui ne faisait pas l'objet d'accords ou de chartes ou quoi que ce soit. C'était un peu spontanément, comme tout cadre. Aujourd'hui, si on lui pose la question est-ce qu'il télétravaille, bah, lui qui n'a pas à un moment donné passé une demi-journée chez lui à télétravailler plutôt que d'aller au boulot pour X raisons. Donc il faut être quand même très prudent sur ça. Sinon, lorsqu'on veut donner aux chiffres, on a l'impression que c'est en train d'exploser. C'est quand même pas le cas, mais par contre, on voit qu'on risque de plus en plus d'y être confronté. Donc effectivement, l'intérêt est vraiment là. Un autre point que je voudrais dire qui est important, on est peut-être le 35 aujourd'hui entre ceux qui sont en visio et ceux qui sont présents. On va parler tout à l'heure un petit peu de méthodologie ou de questions à se poser. Demain, si chacun décide de mettre en place le télétravail, il y aura 35 accords ou 35 chartes qui seront différentes. On va bien voir que c'est lié à la spécificité de chacun. C'est difficile de définir un accord cadre pour le télétravail où tout le monde va s'y retrouver. Et ça va faire l'objet des différentes questions qu'on va aborder. Donc ça, c'est un petit peu qui vous êtes-vous. Donc aujourd'hui, secteur d'activité représenté dans la salle et en visio, voilà, globalement un petit 50% dans les services, les autres 50% répartis entre l'industrie et le commerce et un petit peu d'administration. Plutôt des structures assez importantes, hein, puisqu'on a les 2/3 qui sont des entreprises de plus de 50 salariés, et puis le reste, ça se partage entre les moins de 10 et les 10-50. Là aussi, presque en tout cas une grosse moitié des présents qui ont continué à maintenir du télétravail malgré la sortie du confinement. Et par contre, une grosse majorité qui effectivement vont le pérenniser ou en tout cas le mettre en place de façon organisée. Et pour ceux donc, qui aujourd'hui ont continué à mettre le télétravail, là aussi on voit qu'une grosse majorité on continue à le mettre en place un petit peu tel qu'il s'est mis en place, c'est-à-dire qu'on a continué ce qui existait pendant le confinement, sans pour autant se dire, ou en tout cas on est encore dans la phase d'interrogation de comment on le concrétise et comment on le formalise, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ça c'est vos attentes. Donc, on a reçu une vingtaine de réponses au questionnaire. Environ 6 personnes qui nous ont dit l'idée, c'est surtout de partager aussi des expériences et de voir ce qui s'est mis ou ce qui peut se mettre en place. Il y a aussi 7 personnes qui sont venues sur le fait de comment je cadre le télétravail, comment je mets en place un accord, voilà, comment je passe justement de cette situation subie à cette situation choisie. Puis après, différentes petites questions, donc comment je peux me préparer au mieux, quels moyens je dois mettre à disposition effectivement des salariés, comment ça s'organise dans la durée, comment on s'organise au niveau du management, qu'est-ce que ça coûte effectivement de le mettre en place en télétravail, et puis toute la partie liée à la gestion des risques. Voilà. Donc globalement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des points qu'on a prévu d'aborder dans la présentation. Donc en espérant que la façon de l'aborder permettra de vous apporter ces réponses. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas, donc on va prévoir un petit espace d'échange à la fin. Hein. Et puis surtout, si à un moment donné, dans nos interventions, que ce soit la mienne ou celle de Sandrine, vous avez des questions qui vous bloquent, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont présents dans la salle, levez la main et puis on vous donnera la parole. Pour ceux qui sont présents en visio, mettez un petit mot dans le chat et Caroline nous transmettra l'information. Voilà. Okay. Donc, pour bien cadrer cette intervention-là, les objectifs de la matinale, si vous êtes d'accord avec ça, c'est de garantir la réussite à moyen et long terme
de cette organisation qu'on pourrait qualifier d'un peu hors les murs, identifier les conditions nécessaires et connaître les étapes indispensables à partir du moment où vous allez décider de le faire jusqu'au moment où ça sera réellement en place. Il y a des enjeux derrière ça, et c'est probablement pour ça qu'on parle de pérenniser et que vous êtes là, c'est que cette organisation doit être acceptée par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient télétravailleurs ou non télétravailleurs, on va voir, qu'on maintienne les performances de l'entreprise, peut-être j'aurais pu mettre ça en premier d'ailleurs, et puis également qu'on maintienne une certaine qualité de vie au travail. On a eu une mauvaise expérience, une bonne, je ne sais pas. Pendant le confinement, certaines personnes ont eu des difficultés avec le télétravail, donc il faut être extrêmement vigilant avec ça. Alors, pour préparer cette intervention-là, on s'est appuyé sur une bibliographie. Donc, il y a des sujets qui sont des documents qui sont très sérieux. Donc, des documents de l'ANACT, les 10 questions pour le télétravail. Je les ai là. Je vous conseille d'aller les chercher sur Internet. Il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes là-dedans. On va vous envoyer la présentation, donc vous aurez les liens. Des brochures de l'INRS, notamment pour l'identification des risques et la mise à jour du document unique. Là, il y a des listes qui sont vraiment bien faites sur lesquelles je me suis reposée. Il y a des documents un petit peu moins sérieux, mais franchement très agréables à regarder. C'est le télétravail pour les nuls, cette collection-là qui est sérieuse sans se prendre au sérieux. J'ai aussi pioché pas mal d'informations là. Et puis, depuis quelques jours, on entend un ethnologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pascal Diby. Il a écrit l'ethnologie du bureau, comment ça s'appelle, un voyage du pupitre du scribe égyptien au télétravail. C'est une vision un peu différente et un peu hors sol de ce qu'on va, de notre quotidien nous dans les entreprises, mais qui est vraiment intéressante alors à lire. Je ne sais pas, je l'ai pas lu, mais je l'ai écouté en interview, c'est vraiment bien. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avant que le webinaire soit ouvert, il y a eu d'autres interventions de collègues à nous pendant le confinement notamment, soit avec la CCI, soit sur les réseaux sociaux. Allez y chercher l'information qui va vous manquer, notamment par exemple sur la sécurisation informatique. Avec Alain, on n'est pas du tout des spécialistes de ce domaine-là. On va l'évoquer, mais on n'a aucune prétention là-dedans. Donc il y a des webinaires qui existent qui vont expliquer à vos informaticiens comment on fait pour sécuriser les accès, garder la confidentialité. Et également tout ce qui est management à distance, on va en parler aussi là, quand même un peu plus que de l'informatique. Mais allez voir, il y a des webinaires complets sur ce thème-là, comment faire pour maintenir le lien entre les membres des équipes. Alors, cadrer le télétravail, ça c'était une de vos grandes questions, hein, c'est celle qui a remporté le plus de succès dans le questionnaire. En fait, c'est très simple, c'est un outil basique qu'on utilise en qualité. C'est l'outil qui permet de se poser ces questions-là. C'est quoi le télétravail? Pourquoi on le fait? Pour qui? Avec qui? À quel endroit? Quand? À quelle fréquence? Pourquoi? Alors, il y avait le pourquoi, également pourquoi on le fait. Et puis comment? C'est ça qui va vous intéresser le plus, mais on va y aller. Alain? Donc effectivement, la première question qu'on peut se poser, c'est voilà, quand on parle de télétravail, de quoi on parle? Donc là, rien de tel que de se remettre un petit peu derrière les textes et donc d'aller lire l'article du Code du travail qui parle du télétravail et qui nous dit que le télétravail, c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les techniques de l'information et de la communication. Donc je pense qu'il est important à retenir là-dedans, c'est qu'effectivement, quand on parle de télétravail, c'est qu'on parle d'un emploi qui se passe habituellement ou qui s'est passé sur le lieu de travail et qui normalement est exécuté là, et qu'on va faire exécuter à distance. Mais c'est quelque chose, on dit demain, bah, ok, on peut revenir dans l'entreprise et reprendre son activité telle qu'elle était. Donc ça veut dire que ce n'est pas du travail nomade. Nos commerciaux qui tournent, et dont le métier c'est de tourner et de ne pas être dans l'entreprise, puisque le but c'est qu'ils soient chez les clients, ce n'est pas du télétravail. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'usine qu'ils sont en télétravail. Un peu pareil sur les consultants. Même si on a une partie de notre activité qui peut être en télétravail, la majorité de notre activité, quand elle est chez le client, elle est chez le client.
Et ce n'est pas non plus du travail à distance. On a des gens qui de fait travaillent à distance, mais leur métier, c'est de travailler à distance. Les centres d'appel, le métier de la personne, c'est voilà, d'être dans son entreprise où elle fait de la communication à distance et de la prise d'appel ou de l'appel. Mais voilà, peut-être que ça, elle peut le télétravailler. Il faut déjà que ce soit le travail en tant que tel, ce n'est pas de la télémaintenance. Hein. Les gens qui sont derrière leur ordinateur, qui vous appelez, qui prennent le contrôle à distance. Non, le job, il faut qu'ils le fassent de chez eux, il faut qu'ils aient leur matériel, etc. Donc voilà, donc c'est bien faire cette différence. Hein. Pour qu'on parle de télétravail, il faut que ce soit quelque chose qu'on pourrait faire ou qu'on fait habituellement dans l'entreprise. Voilà. Tout en sachant que certaines sociétés se sont organisées dès le début pour être uniquement en télétravail, mais bon, pour un petit peu du contexte, le principe qui nous concerne est plutôt celui-là. Pourquoi on fait du télétravail? Effectivement, on l'a vu, il faut que ce soit quelque chose qu'on fasse habituellement, mais ça peut aussi être des tâches uniquement dans un poste. On ne va pas être forcément sur un poste complet en disant ce poste complet doit être télétravaillé. Donc il faut qu'on ait identifié des tâches, ça ne va pas être l'ensemble des activités ou autre. Là-dessus, j'ai eu l'exemple, par exemple, que j'avais entendu d'une personne qui faisait du service en boucherie. On peut se dire, bah, si elle sert en boucherie, on ne va pas aller télétravailler. Et en fait, ils ont déplacé en télétravail une partie de ces tâches qui étaient de la prise de commande à distance et de l'organisation de mise à disposition de produits. Donc, en fait, le début de sa matinée, elle le passait en télétravail de chez elle à prendre des commandes, à organiser sa mise à disposition et à commencer son boulot après. Qu'elle faisait avant quand elle était sur place, en prenant des coups de fil, etc. Donc, il y avait une partie de ces tâches qui ont été identifiées et qui ont été localisées en télétravail. Donc voilà, donc ces tâches télétravaillables, c'est toutes celles qui vont pouvoir être exécutées à distance, on va dire globalement, dans les mêmes conditions que si elles étaient exécutées sur place. Donc ça va être tout ce qui va être des opérations de saisie, de synthèse, d'élaboration de documents, de consultation et de recherche sur Internet par exemple, d'analyse d'exploitation de données, hein, d'organisation de réunions ou d'échanges à distance, ben, comme ça, ça peut se faire à travers des webinaires ou autres. Mais on va avoir aussi tout un tas de tâches qui vont être non télétravaillables. Notamment, quand on a besoin à un moment donné d'être en présence et de sentir pour qu'il y ait de l'échange, les gens qui vont être dans de la créativité ou autre forte, à un moment donné, ça va être compliqué peut-être de ne pas être dans cette relation qui va se créer en direct et de le faire à distance, ou d'autres qui nécessitent le contact. Je suis en train de vouloir choisir un produit, un tissu ou quelque chose comme ça, et il faut que le produit passe d'une main à l'autre. C'est un peu compliqué, ou ça va être plus compliqué à organiser en télétravail, des notions parfois de contrôle d'appréhension où l'éclairage va pouvoir jouer ou autre, il faut être tous ensemble. Si on a un nombre d'intervenants souvent trop important à rentrer dans le process, on l'a vu, hein, quand on a tout le monde a dû faire des visios ou des réunions, quand on est en dessous de la douzaine, ça se passe à peu près bien, quand on commence à être plus, c'est quand même compliqué à gérer, ou si on a beaucoup de documents à faire lire, à faire parcourir, des limites qui peuvent être liées, alors on a mis secret défense, mais à d'autres choses où on n'est pas sûr que les réseaux informatiques soient suffisamment sécurisés, donc on a besoin que les gens soient présents parce qu'on va échanger des informations qu'on ne souhaite pas qu'elles circulent par réseau. Et puis bien entendu, toutes les activités qui vont être des activités par nature présentielles, le service à la personne, hein, c'est pour aider une personne à se lever ou à se coucher le matin ou le soir, effectivement il faut être présent. Tout ce qui va être travail sur équipement industriel, tout ce qui va être au fourneau, les gens qui sont en cuisine, au bar, en service, effectivement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les tâches ne sont pas télétravaillables, mais qu'une des premières étapes qu'on va pouvoir faire quand on se pose la question, c'est effectivement dans mon activité, quelles sont les tâches qui potentiellement sont télétravaillables. Donc ça va être le premier point sur lequel il va falloir se focaliser si vous souhaitez le pérenniser. Je connais les tâches qui sont faites dans mon entreprise, mais maintenant, là-dedans, lesquelles pourraient être télétravaillées. D'ailleurs, on considère, une fois qu'on a fait l'inventaire des tâches télétravaillables, on considère qu'on pourrait mettre en place le télétravail à partir du moment où ça représenterait 10% du temps de travail. On travaille à peu près entre 20 et 23 jours par mois. Si on arrive à se dire que l'équivalent de 14 à 20 heures par mois sont télétravaillables, alors on pourrait considérer qu'on peut télétravailler 1 ou 2 jours par mois. Par exemple, le genre de calcul que vous allez pouvoir faire dans une des premières étapes. Alors, pour qui est concerné par le télétravail?
C'est ce qu'on a listé ici. Donc, tous les salariés du secteur privé ou relevant du droit privé, les fonctionnaires régis par une certaine loi. Alors, moi, je ne connais pas du tout le monde des fonctionnaires, mais ceux qui le sont, ils doivent connaître cette loi de 83. Les agents publics civils non fonctionnaires également ont le droit de télétravailler. Et les magistrats de l'ordre judiciaire. En fait, d'après ce que j'ai vu, c'est que seuls les militaires, on parlait du secret de défense tout à l'heure, ne sont pas du tout autorisés par la loi à télétravailler, tous les autres, oui. Par contre, il n'y a pas que les télétravailleurs qui sont concernés par l'organisation que vous allez mettre en place, il y a également tous les gens qui tournent autour, c'est-à-dire les gens de l'équipe ou les gens des services qui ne vont pas télétravailler, mais avec qui on est en interaction. Donc, il va falloir faire attention à bien organiser les échanges d'informations entre toutes ces populations-là. Les autres télétravailleurs, peut-être c'est encore plus compliqué. Les managers, eux, c'est un sujet à part entière, en fait, dans l'organisation du télétravail. On va voir tout de suite après. Les contacts externes. Si je suis dans un service approvisionnement, je vais passer des commandes pour les fournisseurs. C'est tout à fait possible de le faire depuis le domicile ou un tiers-lieu. Par contre, je suis en contact avec des fournisseurs, des gens à l'extérieur. Donc, comment on va organiser la communication avec eux ou avec les clients, par exemple, si je suis dans un service administration des ventes. Donc, il faut vraiment penser à eux aussi. Et puis, si je travaille au domicile, c'est les membres qui vivent dans ce domicile, la famille, les colocataires, peu importe, parce que ça peut également créer de la tension et il faut qu'on soit vraiment conscient de ça. Donc ça, c'était le pour qui. Alors, on a fait un petit brief. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vais dérouler le flux de comment on organise, donc on va se poser toutes les questions et on va voir que c'est pas parce qu'une tâche est télétravaillable, que l'équipe est favorable, que les gens sont capables de télétravailler. Pour télétravailler, il faut avoir un certain nombre de qualités. Il y en a une que je n'ai pas mise là, et que j'aurais dû mettre en premier, c'est d'abord être volontaire pour le faire. Sauf en cas de force majeure, le télétravailleur sera toujours volontaire. Donc, il est autonome, donc il a déjà un peu d'antériorité dans le poste, et il est vraiment autonome dans sa fonction. Il ne va pas avoir besoin de demander des conseils tous les 4 matins. Il est capable d'anticiper et d'organiser sa journée de travail tout seul. Et surtout, je ne sais pas si je l'ai marqué là, mais de faire face aux aléas. Dans notre journée de travail, c'est très rare qu'elle se déroule de façon très lisse. Il y a toujours une urgence à traiter, une question à laquelle on doit répondre. Donc, il doit être capable de gérer ça. Il va donner la priorité au bon fonctionnement du service. Ça, c'est quelque chose qui va être difficile à faire pour lui à distance. C'est-à-dire qu'il a organisé sa journée de travail, il s'est dit ce matin je vais faire ça, cet après-midi je vais faire ça. Et puis, il y a un aléa qui arrive, une question qui se pose. C'est beaucoup plus difficile quand on est à distance de traiter cet aléa-là que de continuer à faire sa journée. Donc, vraiment, dans l'accord qu'on va faire, il faut qu'on soit clair, et dans les formations qu'on va faire d'accompagnement, c'est le service avant tout, l'entreprise avant tout. N'oublions pas, un des enjeux, c'est maintenir la performance de l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce que je travaille à 40 km que je ne suis pas concernée par les sujets urgents, les aléas. Il sait faire la part des choses entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Ça, on en a beaucoup parlé pendant le confinement. Savoir s'arrêter à un moment donné, ne pas mélanger les genres. Il a le sens des responsabilités. Pas de commentaire. Et également, il a bien identifié son rôle dans cette nouvelle organisation. Cette phrase, elle n'est pas assez claire peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est moteur, il est promoteur de cette organisation-là et il doit avoir un discours positif par rapport à ça. Et ne pas dire « Ah bah oui, je suis en télétravail, alors il me manque ce document ou j'ai pas la connexion et critiquer le système, etc. » Il a un rôle vraiment prépondérant dans la réussite du projet. Donc voilà pour les qualités du télétravailleur. Et le manager, il a besoin d'avoir des qualités aussi. Oui, donc un des points qui est important et où il y a eu beaucoup d'écrits d'échanges au moment du télétravail, c'est effectivement le rôle du manager, en sachant que le manager de proximité, il est déjà fortement questionné aujourd'hui, il l'était même en étant en présentiel.
Et la question devient exacerbée, je dirais, quand il se retrouve en télétravail, parce que s'il n'avait pas les bonnes relations ou le bon contact avec ses salariés déjà en présentiel, bah forcément, ça va se complexifier avec la distance. Donc le premier point qui est rappelé aussi ici, c'est qu'à un moment donné, j'ai mis en place un accord de télétravail, une charte de télétravail, j'ai défini les tâches qui pouvaient être télétravaillées, qui pouvaient être concernées. N'empêche qu'à un moment donné, l'entreprise ou la direction garde un pouvoir de direction, et donc d'autoriser ou de ne pas autoriser la personne à télétravailler. Donc à un moment donné, l'employeur a possibilité de dire non, et donc le manager, tout en sachant que par contre, si c'est prévu que c'est une tâche qui peut être télétravaillée, il faut qu'il justifie la raison pour laquelle la personne ne pourra pas télétravailler. Donc ça veut dire que le manager, à un moment donné, une des choses, c'est qu'il faut qu'il sache aussi se positionner, lui, par rapport au fonctionnement de son équipe, parce qu'il s'est mis en place, et être capable de dire non à une demande de télétravail à partir du moment où il est capable de justifier sa position. Donc déjà, ça veut dire qu'il continue à avoir un acte managérial fort comme il doit l'avoir. Effectivement, il faut qu'il soit dans la notion d'être capable de manager, d'autant plus par objectif, puisqu'il ne va pas être du coup en contrôle continu, peut-être encore plus qu'il ne l'était avant, et donc ça veut dire qu'il faut que la confiance soit renforcée, parce qu'effectivement, il aura moins de possibilités de contrôle, ou les contrôles seront plus disparates dans le temps. Une des qualités qu'on retrouve chez le manager, qui sera d'autant plus d'actualité là, c'est l'écoute. Effectivement, parce que l'écoute va devoir être renforcée, parce que j'ai tout un tas de signaux qui se perdent. Je n'ai pas la personne en face de moi, j'ai forcément des signaux corporels, etc., qui ne vont pas être présents. Donc la capacité d'écoute avec un grand E va être d'autant plus importante et que j'arrive dans cette écoute à détecter ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien chez mon collaborateur, de façon à être capable de faire ressortir et de corriger les situations qui seront problématiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour arriver à percevoir, est-ce qu'il se sent quand même isolé, est-ce qu'il ne se sent pas isolé. Et cette capacité d'écoute, il faudra qu'il l'ait quand le télétravailleur est en télétravail, mais aussi qu'il l'ait quand le télétravailleur revient éventuellement dans l'entreprise et est présent. Et avoir cet échange aussi sur comment se passe sa situation en télétravail. Et effectivement, il faut qu'il manage par objectif, mais qu'il soit capable aussi d'évaluer objectivement le travail. Ça sera nécessaire, on va être forcément moins dans le sujet. Là aussi, il faut que du coup, il ait un état d'esprit qui soit bien adapté. La première chose à faire, c'est aussi qu'il soit volontaire et partie prenante dans le fait que son équipe, ou une partie de son équipe, se retrouve en télétravail. Ça veut dire que là, il y aura certainement nécessité pour certains managers de les accompagner et de les former à qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une partie de son équipe en télétravail, comment est-ce qu'il peut l'organiser, qu'est-ce qu'il doit mettre en place ou ne pas mettre en place, comment il doit le faire, comment justement il développe son écoute, etc. Il sait donner effectivement la priorité au fonctionnement de son service, comme ça doit être le cas déjà d'habitude. On trouve dans cette notion dont je parlais tout à l'heure d'écoute et de distance, comment je crée une proximité, une vraie proximité même en virtuel. Comment j'arrive à moi être à l'aise et à mettre à l'aise mon collaborateur quand on est en échange virtuel. Et à minima, soit il faut qu'il le soit déjà, soit il faut qu'on arrive à l'y amener, mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit à l'aise avec les outils du numérique. Parce que si la première chose à faire, c'est quand il met en route son ordinateur, c'est de commencer à jurer, c'est sûr que ça ne va pas le mettre dans une disposition d'esprit à être dans l'écoute et dans l'empathie avec son collaborateur quand il l'aura éventuellement en ligne. Donc ça aussi, ça peut ou ça doit faire l'objet d'un point, si vous décidez de le mettre en place et de façon pérenne, de vous assurer déjà, parce que si les collaborateurs le sont et le sont plus, ce qui risque d'être le cas que le manager, au moins que le manager soit suffisamment à l'aise pour que ça ne lui pose pas en tout cas de soucis. Donc ça, c'est un vrai point important. Donc effectivement, comme je le mettais au début, cette notion de manager va être d'autant plus importante que les temps travaillés sont longs. Si les temps télétravaillés sont courts, in fine, le rôle du manager, il va peu changer. J'imagine mon télétravailleur, il va télétravailler 1 ou 2 demi-journées par semaine.
toute façon, ok, je lui ai fixé un objectif, et le lendemain matin, quand il revient, on fait le point pour savoir ce qui s'est passé, quoi. De la même façon que le manager, il n'est pas tout le temps sur le dos de son collaborateur. Si son collaborateur, pendant ce temps-là, il est dans son bureau ou autre, on ne va pas forcément le voir toutes les demi-journées. Donc si on est sur des temps travaillés en télétravail court, le rôle du manager change peu. Il va surtout changer dans le cadre où le temps travaillé en télétravail va être assez long. Donc on va commencer à être éventuellement sur 2, 3 ou plus journées par semaine. Et là, le manager a un vrai rôle à jouer pendant que le travailleur est en télétravail. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, comme le disait Sandrine avant, ça va être les non-télétravailleurs. On a parlé des travailleurs, des télétravailleurs, on a parlé du manager, mais il va y avoir tout ce qui se passe autour. Et cela, effectivement, il ne faut pas les oublier. Les non-télétravailleurs, qui peuvent être d'ailleurs des non-télétravailleurs ponctuels. Je sais que dans les équipes, notamment les équipes comptables ou autres qui s'étaient mises en place, quand le télétravail s'est mis en place avec le confinement, il y avait toujours 1 ou 2 personnes qui restaient au bureau et les 8 autres qui télétravaillaient. Celles qui étaient au bureau prenaient les appels, allaient chercher dans les dossiers, parce que parfois il y avait encore des dossiers papier, donc aller chercher des infos. Et c'est elles qui faisaient l'interface avec le comptable qui était à la maison, entre le client et autres. Donc ça peut être des télétravailleurs qui tournent, ou ça peut être des non-télétravailleurs qui sont tout le temps au bureau. Ceux-là, effectivement, ils vont avoir forcément des interactions avec le reste de leur équipe. S'ils en avaient avant, il n'y a pas de raison qu'ils n'en aient plus après. Et donc, c'est important de les inclure dans le projet pour qu'ils adhèrent au projet. S'ils sont censés transmettre des informations aux télétravailleurs et qu'ils ne le font pas, forcément, le télétravailleur ne pourra pas fonctionner dans de bonnes conditions. Si le télétravailleur appelle pour avoir une information parce qu'elle est documentaire et il ne l'a pas à disposition, si le collègue il met 2 heures à lui renvoyer alors que d'habitude il met 5 minutes parce qu'ils sont dans le bureau d'à côté, forcément, il ne sera pas performant en télétravail. Donc il faut bien que les non-télétravailleurs adhèrent au projet, et ça c'est quelque chose à bien inclure dans le projet que vous avez en tête, quoi. Pas oublier tous ceux qui sont en interface avec ce télétravailleur, parce qu'ils auront leur rôle à jouer. Donc il faut qu'ils adhèrent au projet, il faut qu'ils acceptent ce changement, parce que ça va forcément eux aussi modifier leur périmètre de travail ou leur façon de travailler. Et donc, indirectement, il faut bien qu'ils maintiennent un vrai lien professionnel avec les télétravailleurs. Ceux qui en avaient, ceux qui n'en avaient pas, ils ne vont pas forcément en créer. Et donc ça, c'est essentiel. Donc bien penser, si j'ai 10% de ma population qui télétravaille, j'en ai peut-être quand même 90% qui vont être impactés par ce que je suis en train de mettre en place. Et puis enfin, il y aura l'entourage personnel. Alors ça, c'est pas nous qui allons aller intervenir. Par contre, c'est à bien mettre en avant et à échanger avec le télétravailleur pour s'assurer que c'est des points que lui a bien validés de son côté. C'est-à-dire que l'entourage du télétravailleur accepte de partager et de respecter l'espace de travail qui sera mis à disposition au sein du domicile pour télétravailler. Ce qui n'est pas toujours le cas et qui s'engage quelque part indirectement à respecter ces règles. Ok, je sais que tu es dans ton bureau, tu es à la maison, mais tu es en télétravail, et donc pendant de 9 à 12, je ne vais pas aller toutes les 5 minutes toquer pour savoir ce que tu veux manger ce midi ou machin. Mais indirectement, c'est aussi d'accepter une présence plus importante au domicile. Moi, j'ai des exemples comme ça. Pour ceux qui ont des ados éventuellement, vous êtes habitués à être au boulot la journée. Et votre ado, il passe peut-être 3 fois parce que le collège ou le lycée est pas loin et puis il vient chercher un truc et machin. Sauf que là, maintenant, vous allez être présent. Vous allez savoir, chaque fois qu'il va passer pour une bonne ou une mauvaise raison, vous allez être dans la maison, vous allez entendre la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme, la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme. Donc c'est toutes des choses à intégrer, y compris des choses involontaires qui ne sont pas dans une présence directe. Vous allez passer beaucoup plus de temps à votre domicile et ça a des répercussions. Et le télétravailleur, ça, il faut qu'il en soit conscient aussi. Ça modifie. On parlait tout à l'heure du bon équilibre ou comment gérer la différence entre la vie perso et la vie pro. Ça en fait partie. Je suis plus présent à mon domicile, il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà, donc on voit que c'est un vrai changement pour le télétravailleur, pour son environnement professionnel et aussi pour son environnement personnel. Et donc l'idée, c'est qu'il faut arriver à travers ce projet de télétravail d'emmener tout le monde et qu'on est réellement sur un vrai changement d'organisation de travail. Et il faut accompagner tout ce petit monde-là à ce changement qui est en train de s'opérer.
Donc ça, c'est important. La sphère est plus large que le télétravailleur en tant que tel. Voilà. À suivre deux sujets plus, moins subtils, je vais dire, c'est le où et le quand. Donc, concernant le où, l'essentiel va se passer, surtout dans des régions comme les nôtres, l'essentiel va probablement se passer au domicile du télétravailleur. Mais on peut également imaginer d'organiser le télétravail dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, des espaces de coworking, des bureaux partagés, des espaces mis à disposition des collectivités ou des espaces privés dans lesquels le télétravailleur proche de son domicile va pouvoir venir s'installer. En fait, ces tiers-lieux, ils ont pour finalité de mettre à disposition du matériel, des zones de travail et de rassembler les télétravailleurs. Nous, aujourd'hui, dans la présentation qui suit, on va être beaucoup plus orienté domicile. Et le quand. Alors, il y a plusieurs façons d'imaginer les fréquences télétravaillées, etc. Soit on peut imaginer de l'occasionnel, et ça, vous l'avez déjà probablement mis en place à certains moments de la vie des professionnels, des salariés chez vous. Par exemple, dans des situations personnelles particulières, quelqu'un qui a eu un accident, qui s'est cassé la jambe. Il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas venir au bureau, il ne peut pas venir au travail, mais il peut quand même travailler. Donc, dans certains cas, on a pu mettre en place le télétravail. Pareil pour certaines situations de grossesse, de maladie, de handicap. C'est des situations qui ont déjà permis de mettre en place le télétravail. Certaines situations sociales, en cas de grève, de manifestation importante, on ne peut plus accéder sur le lieu de travail. Si on imagine que ça va durer longtemps, on peut imaginer de mettre en place le télétravail. Grève de transport, etc. Les situations sanitaires, je ne vous raconte pas l'histoire, je ne vous donne pas d'exemple, on en connaît, ou des situations environnementales. Je ne sais pas si ça se fait encore, moi j'en ai pas encore entendu parler, mais en période de canicule, pourquoi venir dans des bureaux, dans des open space surchauffés, si on peut travailler au frais et tranquillement de chez soi? Ça pourrait être quelque chose qui va aussi ponctuellement se développer. Ça peut être aussi le télétravail, un moyen de faire une sorte de pré-retraite progressive en se donnant un peu de souplesse dans l'organisation du temps de travail. Ça, c'est pour la partie occasionnelle, dans la vie professionnelle. Maintenant, ce qui va nous intéresser plus, nous, aujourd'hui, c'est ce qui va être régulier et permanent. Pérennisé, on se dit qu'on est parti pour plusieurs mois à organiser, ou peut-être pour tout le temps, à organiser le télétravail. Ensuite, il faut voir l'autre dimension, c'est est-ce qu'on le fait de façon à temps complet ou à temps partiel? La réponse, ça dépend pour chaque individu de la quantité de tâches qui sont télétravaillables. Et puis, ça dépend aussi, comme on commence à le sentir et comme on va le voir encore après, qu'il faut quand même maintenir des périodes de temps collectif en présentiel. Vraiment avoir ce sentiment d'appartenance, revenir voir le groupe régulièrement, maintenir le lien social. Donc, peut-être ça ne sera pas 100% temps complet. Probablement, dans vos accords, vous allez dire 3 jours maxi, 4 jours maxi ou 1 jour. Ça dépendra. Et puis, il y a une chose, on parle beaucoup de nombre de jours par semaine, mais ça peut être des nombres de jours par mois ou des nombres de jours par trimestre. Ça dépend chacun de son activité. J'imagine tous ceux qui sont dans la finance, la compta, ils ont des reportings à faire, des analyses à faire à fréquence régulière. On peut très bien imaginer que quelqu'un qui doit faire de la saisie comptable, il peut être bloqué 5 jours chez lui à la fin du mois ou au début du mois, et après il est à l'entreprise. Et ce que disait Alain tout à l'heure, c'est attention, quand on est en télétravail à temps complet, le management il est encore plus important, c'est vraiment le point de vigilance. Ça, c'était pour le quand. Alors, on voudrait faire un petit break, il est 9h15, ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on a commencé. En faisant un tour de table, alors je ne sais pas si ça va être pratique à organiser, on est une quinzaine dans la salle ici et vous êtes, je ne sais pas combien, une vingtaine derrière les écrans. Est-ce que vous voulez bien prendre un peu de temps pour réfléchir, de votre point de vue, à quels sont les avantages du télétravail? On va essayer de chercher 3 points d'avantages, 3 points d'inconvénients pour le salarié, pour l'entreprise et éventuellement pour les territoires ou les collectivités.
On a un paperboard ici. Je vais prendre les notes. Si Caroline, tu veux me transmettre ce qui va être écrit dans le chat. Pas de souci. Voilà, on ne prend pas longtemps non plus, hein, parce que ce n'est pas le but non plus. Donc, pour le salarié, les avantages que vous voyez. Le temps de trajet. Ouais. Pas de temps de trajet. Ouais, ça compte. Hein. Le temps de trajet, oui. Gain de temps de transport. D'autres avantages pour les salariés? Oui. Moins de stress. Une reconnaissance de l'autonomie aussi. Je trouve que ça, c'est fort. Moins de stress. Comment? Et en moins? Oui, c'est vrai. Moins de nuisances. Ils ont précisé quoi? Responsabilisation. C'est plus ou moins? Lien social. C'est plus ou moins? Ça, c'est plus vrai. ou moins? On va interpréter, on n'a pas le droit d'interpréter. Moins. Ouais. Moins d'interruptions inopinées des collègues. Oui. Vous pouvez répéter? Pouvoir venir pour l'entreprise compensée par les... Oui. Un report de... Plus de concentration. Ça peut vouloir dire moins de rapidité, moins de fluidité. Parce que quand on n'a pas son collègue sous la main pour lui demander un renseignement, on est peut-être très bruyamment. Moins, la circulation de l'info ou la... Peut-être oui, oui. C'est presque plus. Ça va faire le lien si on se met pour l'entreprise. Ouais. Moins matériel. La notion d'appartenance à l'entreprise, est moins présente, moins partie de la vie collective de l'entreprise. Il y a l'appartenance en moins. Ça peut être un plus en moins que le caractère de quelque chose. Ouais. Moi, je le mets là quand même. Hein. Moins de matériel. Pour les temps de trajet, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir un coût financier, il peut y avoir de la fatigue. Par exemple, nous, on était quand même moins impactés que les Parisiens par les 1h30, 3 heures de trajet par jour. Voilà, il y a quand même plusieurs points dedans. Oui. Il y a un gain de temps, il y a un temps dit plus de temps pour m'occuper de ma vie familiale, vu que je ne suis pas obligé de partir à 7 h du matin, mais que c'est 1 h le matin, 1 h le soir, j'ai plus de temps pour faire mes décisions, machin, des trucs. Enfin, le temps que je passe en trajet, je passe à faire d'autres choses, mais c'est aussi de la fatigue, c'est aussi de la J'ai moins de concentration, famille, tentation de faire autre chose. Ça, c'est dans les moins. Moins, oui. Ah, les tentations. L'espace de travail? Oui, l'espace, le lieu de l'aménagement. Pour les entreprises? Attends, j'ai encore quelqu'un qui écrit. On va passer aux entreprises et on reprendra après. Pour les entreprises, quels avantages vous voyez? Il y a pas mal de RH là ici. Attirer, conserver les talents. En moins, pour les salariés, attention aux infos habituellement non formalisées et du coup non transmises. Oui. L'informel. Ok. Alors, on est passé pour l'entreprise, pour les personnes qui sont en visio. Plus et moins. Attirer les talents. Attirer les talents. Oui. Attirer, conserver les talents. Attirer, conserver les talents. Ça peut, dans certains cas, c'est encore moins pour nous, mais plus en région parisienne, où l'immobilier est très cher, ça peut permettre éventuellement de. Quand on a 100 salariés, de bureaux pour
50 ou 60 en se disant j'en ai jamais que la moitié qui est là en même temps. Donc ça peut permettre de faire des économies de surface louée ou... Il y a PSA qui a démarré ça. Gestion des bureaux plus simple. Oui. Moins pour l'entreprise, il y aura la vie familiale, la mise à disposition du matériel informatique. Oui, on va le voir tout à l'heure. Hein. J'ai une perte de relations sociales, de contact. Ah ben dis donc, pas mal, hein. Il nous en faudrait encore un négatif pour l'entreprise, on a dit 3 et 3. c'est quand même une organisation, enfin, c'est peut-être parce qu'on ne maîtrise pas, mais c'est quand même une organisation complexe pour le suivi, pour puis ça, il manque, il y a ce côté justement le lien social pour l'entreprise. On a plus cette, il faut réussir à maintenir un sentiment d'appartenance. On ne croise plus ses collègues, on ne croise plus la moitié, ou on ne croise plus les gens, parce que c'est le télétravail permanent. Je trouve que c'est déjà un peu une tendance d'être un peu pour se sentir sur soi. Ça accentue. Donc déjà les jeunes ont peut-être de moins en moins tendance à se sentir investis dans l'entreprise comme avant, enfin, comme nous le dit. Et si en plus de ça, ils sont dans l'entreprise une semaine par mois, je pense que c'est encore plus compliqué. Oui, sachant, vous vous souvenez tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que le télétravailleur doit être autonome, compétent, nanana. Donc les tout jeunes, je pense qu'on ne va pas pouvoir les mettre en télétravail tout de suite. Non, il va falloir quand même un temps d'apprentissage. Il n'y a pas de tout jeunes, on voit même les jeunes vieux. Les vieux jeunes. Non, mais je ne parle pas forcément qu'ils sortent des études. Non, mais le risque, il n'y a pas en termes de salariés. Moi, j'ai eu des émissions en cascade après la fin. Et tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi, c'est là? Non, mais il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un phénomène déclenchant, les gens ont réfléchir. Oui, mais je pense que c'est pas lié parce que ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'était subi pour tout le monde. C'était généralisé, je pense même pas pour que les télétravailleurs. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais ils n'entendent pas les interventions. Ouais. On va juste essayer d'intervenir, de ne pas trop être dans l'échange, parce que nos amis qui sont en visio, ils ne peuvent malheureusement pas en bénéficier. On a limité les risques sanitaires. Un petit commentaire que je vais faire là, parce que j'y pense là, c'est de se dire ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on se pose des questions là pour le télétravail, qu'on devrait dans tous les cas se poser, y compris quand on n'est pas en télétravail. C'est-à-dire que la question de savoir comment j'accueille les jeunes ou les différentes générations, y compris quand je suis en présentiel, ben, la question existe, sauf qu'aujourd'hui, comme on est en présentiel, on ne se la pose pas forcément. Donc, ce qui est bien aussi, je trouve, dans cette notion de questionnement par rapport au télétravail, c'est qu'on va être amené à se poser plein de questions qu'on devrait dans tous les cas se poser, y compris en présentiel. La notion de fédération de ces équipes et autres, c'est pas parce qu'on est tous dans le même lieu qu'on prend tous plaisir à être ensemble dans le même lieu, quoi. Donc, à un moment donné, comment je m'interpelle là-dessus, quoi. Donc, là aussi, le fait de créer de la distance, ça nous force à nous poser ces questions. Parce que les entreprises dans lesquelles ça fonctionne bien, en termes de relations et autres, le télétravail va se mettre en place généralement de façon assez fluide. Si les relations sont déjà tendues, difficiles, etc., bah forcément, le télétravail va exacerber ces notions-là. Donc c'est... C'est vrai que moi, clairement, tout à l'heure, on a un jeune qui s'en va, qui fait un pot, d'être là. On fait de temps en temps des petits déjeuners pour les réaliser qui réglaient. Voilà, un petit déjeuner en télétravail, c'est quand même plus compliqué. Alors, il y a l'exemple d'une société qui s'est créée, ils sont aujourd'hui, je ne sais plus combien, plus de 50, uniquement en télétravail. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau, ils n'ont rien, donc ils recrutent les personnes, ils les recrutent en télétravail. Donc les gens n'ont jamais que télétravaillé pour cette société-là. Ah non, bah là c'est différent, puisque les gens sont recrutés pour ça. Donc à un moment donné, dans l'accord, dans le contrat de travail, c'est prévu que ça ne soit qu'en télétravail avec les conditions qui sont définies. Effectivement, qu'est-ce qu'ils font? Tous les vendredis après-midi, à 16h, réunion de travail de l'équipe, des équipes pour savoir comment ça s'est passé. Ça se finit par un apéro virtuel. Ça, c'est effectivement virtuel, mais
Ils sont dans ce principe-là, donc ils ont créé des conditions pour ça, il y a d'autres réunions, et puis effectivement, ils font 3 ou 4 séminaires annuels dans lesquels ils vont être en présentiel. Ils ont aussi tout un parcours de onboarding, d'accompagnement qui sera en virtuel, mais qui est prévu pour les nouveaux entrants, pour qu'ils apprennent le métier, pour qu'ils fassent connaissance avec tous les collègues avec lesquels ils vont être en interaction. Donc ils ont construit complètement le fonctionnement de leur entreprise sur ce fonctionnement en virtuel. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on est plusieurs fois, et Sandrine notamment est revenue sur la notion de volontariat. Ben, effectivement, les gens qui vont là-dedans, ils savent que ça va se passer comme ça, donc ils sont volontaires. Et donc, globalement, donc, il y a des organisations qui peuvent faire que ça se passe bien. Ça rend la tête. Non, parce qu'on a quand même un temps à tenir. Du coup, on voulait évoquer les collectivités, mais on ne va pas prendre de temps là-dessus parce qu'il est déjà 9h25. Aussi, ce qu'on disait, enfin, ce que je voulais juste rajouter pour les temps partagés, puisqu'on se dit qu'on ne va pas faire, dans la majorité des cas, du télétravail à temps complet, là c'est quand même un cas particulier, il y aura toujours des jours où on sera tous là, où on pourra faire les apéros, même avec les masques, et puis il faut faire confiance, il va y avoir des outils qui vont être inventés là. Sinon, ce qu'on organise, donc, c'est pas le lundi, c'est pas le vendredi, c'est pas le mercredi, oui. Oui. Il y a peut-être une question de coût aussi dans le négatif. Nous, en ce moment, on réfléchit au coût, parce qu'il faut globalement qu'il y ait des travailleurs, il y a même des outils chez nous qui peuvent être autour. Ça veut dire qu'il faut quasi multiplier par 2 les écrans, les machins, etc. Oui. Et les sièges, Bon, on va balayer un petit peu les des choses qu'on a déjà vues. Hein. Donc les avantages qu'on avait identifiés pour le salarié, ben, effectivement, c'est ce qu'on a vu, c'est les temps de trajet, mais aussi les finances qui vont avec, hein, parce qu'effectivement, on a moins de coûts de transport. Tout ce qui va être lié à la fatigue et au stress des transports, on en a parlé. Ça va donner plus de flexibilité dans l'organisation et dans la conciliation vie privée, vie pro. Donc, c'est censé s'agirait améliorer globalement la qualité de vie au travail. On voit aussi, on retrouve, hein, donc on va avoir un travail plus performant, plus effectif, puisqu'on aura moins de sollicitations extérieures, notamment quand le télétravail est choisi. Hein. Et puis, on l'a vu aussi, ça a été dit, une reconnaissance de l'autonomie ou de la responsabilisation du salarié. En termes d'inconvénients, bah, ça aussi, globalement, ça a dû être vu, hein, donc perte de convivialité avec les collègues, hein, on les voit moins souvent, etc. Ce qui a été mis aussi, bah, on perd le travail entre deux portes, là, l'informel, les informations qui circulaient, qu'on captait à droite à gauche, on le perd. Effectivement, ça a été évoqué aussi la notion d'assistance ou d'aide. Hein. À un moment donné, j'avais une question, merde, le collègue il est à côté, je lui pose. On retrouve la force du collectif qu'on va faire, puisqu'on va être un peu éclaté. Et puis ce lien social, puisqu'effectivement, un des rôles du travail, ça a aussi cette fonction de socialisation, je ne sais pas que ça dit, c'est un rôle socialisateur. Donc effectivement, le risque qui est derrière, c'est l'isolement du salarié en télétravail. À gérer l'utilisation d'une partie du domicile, on parlait tout à l'heure de l'équipement ou du bureau, est-ce qu'on peut en avoir un? Et puis, à un moment donné, cette notion de mélange vie privée, vie pro, il faut quand même être capable de la gérer. Ça, c'est à toi, Sandrine. D'accord. Donc pour l'employeur, ce qu'on avait ajouté, nous, qu'on retrouve, donc ça permet de fidéliser les salariés, de les capter. Ça va permettre aussi de faire évoluer les techniques managériales. Ça, c'est pas négligeable parce que les managers, ils vont être obligés là, de passer à autre chose. Après, le reste, on l'a évoqué sur l'optimisation des bureaux. On pourra y travailler efficacement même en cas de confinement, ce qui risque de nous arriver quand même pendant encore plusieurs mois. Voilà. Ça va être plus complexe, comme c'est évoqué dans la salle, de transmettre les savoirs, je pense. Effectivement, le lien entre les gens qui savent et ceux qui sont en apprentissage va être plus difficile à obtenir en télétravail. On va perdre la culture d'entreprise si on n'y fait pas attention. On perd le sentiment d'appartenance. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il va falloir avoir des managers à la hauteur, avoir les outils informatiques adaptés, ça va avoir des coûts, et on va devoir gérer des situations parfois disparates sur des postes identiques. Vous m'attendez la page? Pour les collectivités, on n'a pas fait le brainstorming, mais on pourrait quand même dire qu'il y a peut-être plus d'intérêt que d'inconvénients pour les collectivités. C'est qu'on va diminuer les déplacements, on va fluidifier les transports en commun,
On va générer de la consommation sur place. En fait, on va déséquilibrer. J'entendais un restaurateur l'autre jour à Paris La Défense qui disait c'est une catastrophe, j'ai perdu 95% de mes clients. Par contre, c'est sûr que nous, à Troyes, les commerçants autour de chez nous, ils vont être plutôt contents. Et ça permet de relocaliser des activités, enfin, les localiser différemment. Voilà, c'est tout pour le brainstorming. Donc, la question cruciale, c'est comment pérenniser le télétravail. Donc là, maintenant, on va aller sur trois axes. On va se rappeler un peu les fondamentaux de la gestion des changements, de l'accompagnement des changements. Je vais vous parler de ça rapidement. Ensuite, il y a toute cette partie cadre légal et réglementaire. Comment on construit et sur quelle base réglementaire l'accord de télétravail. Et puis, avec un schéma simple, je vais vous montrer comment mettre en œuvre les différentes étapes. C'est bon? Donc, il faut qu'on garde en tête, ou qu'on l'ait, ce qu'on peut appeler la courbe du deuil dans certains domaines, que moi, j'ai appelé la courbe du changement, et qui a été largement simplifiée. Et là, j'aurais besoin de faire des petits effets d'animation. Donc, on va partir du principe que le télétravail, c'est quelque chose qui est inconnu et qui peut faire peur et qui peut donc générer ces différentes étapes de courbe du changement qui concernent les télétravailleurs, bien sûr, mais également ceux qui ne télétravaillent pas, les managers et l'entourage. Chacune des étapes peut être vécue par chacune de ces populations-là. Donc, sur la première partie, le déni, les gens vont avoir tendance à faire comme si, télétravailler, c'est comme si on est au bureau, comme si on est à l'usine. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. On vient de le voir, là, ça fait 3/4 d'heure qu'on parle de ça. Ce n'est pas du tout la même chose de travailler dehors que de travailler dedans. Donc, on ne peut pas faire comme si, qu'on soit télétravailleur ou non, ou qu'on soit dans l'entourage. Il y a cette étape de résistance. Alors celle-ci, d'après les études qui ont été faites sur lesquelles je me suis reposée là-dessus, ça concerne très peu les télétravailleurs. Eux, a priori, ils étaient volontaires, donc ils ne vont pas opposer de résistance. Par contre, tous les autres autour peuvent le faire. Le manager, qui peut avoir tendance à faire échouer et voire à saboter le truc pour que ça s'arrête parce qu'il a l'impression qu'il ne va pas s'en sortir. Mais c'est aussi les collègues, on disait tout à l'heure, ça peut être pénible. Les gens qui sont restés à l'entreprise, d'être obligés de pallier le système, d'aider, etc. Ils vont avoir l'impression d'être malmenés. Donc, ils pourraient avoir envie de résister et de faire échouer pour que ça s'arrête. Ensuite, on va passer à une étape d'apprentissage et chacun, après avoir passé les 2 premières étapes, va se rendre compte que ça vaut peut-être la peine d'y aller. Et puis enfin, et c'est ce qu'on cherche à obtenir le plus vite possible, c'est l'enthousiasme, l'apologie, on est content, etc. Donc, notre rôle à nous, vous qui êtes derrière, les gens dans la salle, les chefs de projet, entre guillemets, ou ceux qui vont porter ça dans l'entreprise, c'est d'avoir une vraie conscience de chacune des étapes par lesquelles tous nos intervenants vont passer, de les accompagner, c'est ça l'accompagnement du changement, de les accompagner, de leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de vivre et qu'on va passer à une autre étape, etc., individuellement, de façon à sortir au plus vite de cette courbe un peu négative. Voilà, ça, c'est vraiment le sujet qu'il faut avoir à l'esprit. L'autre schéma que j'aime bien, jusqu'à aujourd'hui, on a vu, il y avait dans le deuxième slide, là, les chiffres, il y avait 10% en 2017, 30% en 2018 d'entreprises qui télétravaillaient, mais on était plus dans une approche individuelle et dans une approche sociale. C'est-à-dire certaines personnes demandaient à télétravailler et on acceptait pour résoudre un problème qui leur était assez personnel. Ça marche bien tant qu'il y a quelques pourcents de personnes qui télétravaillent. Mais quand on veut le faire plus, quand on veut aller au-delà de ça, il faut changer un petit peu le point de vue, la façon de voir les choses, et de se dire on va passer d'une approche individuelle à une approche collective, et d'une approche, j'ai appelé ça sociale, à une approche plus organisationnelle, ce qui va nous permettre de cocher vers tous les critères qui vont faire que le télétravail est pérennisé. C'est-à-dire que l'entreprise reste performante, qu'il y a la qualité de vie au travail telle qu'on peut l'espérer,
qui a l'égalité professionnelle, qui a tout ce qu'on va considérer important dans notre projet pour le télétravail. Donc, on va vraiment passer d'une approche un individu pour une raison particulière à toute mon équipe, toute mon entreprise, potentiellement, peut rentrer dans une organisation de télétravail. Voilà. Et là, on va attaquer le cadre légal et réglementaire. Alors, pour faire le lien avec ce que disait, avec ce que disait Sandrine avant, pour arriver à emmener tout le monde, le meilleur moyen, ça va être au moment où on va se poser la question de partir sur un accord ou une charte, effectivement, d'avoir cette réflexion de façon la plus collective possible. Alors, pour ceux qui ont des partenaires sociaux, bien entendu, en intégrant les partenaires sociaux, mais peut-être plus largement d'ailleurs que uniquement les partenaires sociaux. Pour ceux qui n'en ont pas, effectivement, faire participer à cette réflexion plusieurs individus de l'entreprise. Et on l'a vu, ça peut être les télétravailleurs ou les non-télétravailleurs. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième, par rapport à la progressivité, à la courbe de deuil, c'est que ce qu'on retrouve souvent, ou ce qui est préconisé, et ce que je trouve bien dans ce type d'accord, c'est de prévoir une période d'essai ou une période probatoire. C'est-à-dire, mon accord de télétravail, ma charte de télétravail, on va la mettre en place dans un premier temps sur certains postes, pour un temps donné, et on prévoit effectivement de faire un bilan et de se dire, OK, est-ce que dans notre entreprise, telle qu'on l'a prévu, le télétravail, ça fonctionne ou pas? En se laissant, il y a une cause, si ça fonctionne, OK, on continue et on redéveloppe, si ça ne fonctionne pas, on en reste là. Donc voilà, donc là, la base qui reste toujours aujourd'hui un petit peu sur le télétravail, c'est le fameux accord de 2005, qui a priori devrait entrer dans une phase de renégociation très prochainement, puisque patronat et syndicats ont mis d'accord il y a 2 jours pour se dire qu'ils étaient OK pour en rediscuter, même si aujourd'hui ils n'ont pas du tout la même orientation les uns que les autres, mais c'est souvent le cas, et donc à un moment donné il y aura certainement un terrain d'entente. Le patronat restant plutôt sur l'idée de dire il faut juste qu'on donne des grandes lignes et des points de réflexion, les syndicats étant plutôt à dire effectivement il faut absolument qu'on mette dedans qu'il faut payer tous les frais que le salarié va engager. Donc ça va négocier. Il y a de grandes chances qu'il y ait un nouvel ANI qui ressorte d'ici quelques mois ou plutôt début 2021 et qui vienne remplacer. Qu'est-ce que ça reprend comme principe, si ce n'est ce qu'on a vu là, le volontariat? On en a déjà parlé, effectivement, c'est basé sur le volontariat, la notion de réversibilité. Donc on doit effectivement être à même de proposer au salarié qui est parti en télétravail de revenir et de reprendre soit son poste, soit un poste équivalent qui soit au sein de l'entreprise. Effectivement, le salarié reste sous le même statut et sous le même lien de subordination, qu'il soit télétravailleur ou non télétravailleur. Donc il se retrouve avec les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un salarié classique, c'est-à-dire que ses droits et ses devoirs, quand il est en bureau ou pas, sont les mêmes. Il y a une notion sur la protection des données, et qu'on n'allait pas forcément trop aller là-dessus, à la fois sur la partie transmission informatique, mais on en parlera après quand on va aussi au domicile. Protection de la vie privée, voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut l'intégrer dans l'accord et il faut se poser cette question-là. La question de l'équipement, effectivement, de quel équipement j'ai besoin, qui le met à disposition, comment. Le DU, ça on va le décliner derrière. Égalité des charges de travail, donc je dois veiller à ce que mon collaborateur ait, pareil, pas de bore-out ni de burn-out. Donc à un moment donné, il faut qu'il ait suffisamment de travail et pas trop. Donc la même chose que ce qu'on ferait avec un salarié qui est dans l'entreprise. Il faut effectivement une égalité de traitement. Il ne faut pas ni que je privilégie, ni que j'abatte sous le boulot les gens qui sont en télétravail. Et puis, il garde l'ensemble de ses droits collectifs, tels qu'il peut les avoir avant. Donc voilà. Donc globalement, en fait, c'est plutôt un petit peu un guide pour rappeler un certain nombre de vérités que réellement des choses qui s'imposent. Si on veut mettre en place le télétravail, on va avoir différentes voies. La première, c'est l'accord collectif. Donc effectivement, je vais me mettre en face de mes partenaires sociaux et puis on va échanger, on va discuter, on va essayer de construire un accord ensemble qui satisfasse, comme on l'a vu avant, essayer qu'on puisse répondre aux avantages et qu'on puisse limiter les inconvénients. S'il n'y a pas d'accord collectif, on va pouvoir le faire dans le cadre d'une charte. On va aussi, dans la majorité des cas, co-construire avec les salariés ou les partenaires sociaux, qui devra être soumis à consultation si on est une entreprise de plus de 50 salariés.
Voilà, en sachant que par défaut, hein, l'employeur peut toujours prendre une décision unilatérale, on l'a vu tout à l'heure, dans des conditions exceptionnelles, telles que ça s'est mis en place pour le Covid. Et si jamais on n'a pas réussi à écrire d'accord ou de charte, eh ben, on peut toujours être uniquement dans l'accord individuel entre l'employeur et le salarié, en sachant que là, il n'y a aucun formalisme qui est imposé, si ce n'est qu'il faut que ça ait été conclu et organisé. L'idéal, c'est quand même soit de faire un avenant au contrat de travail, soit d'avoir un document spécifique qui va venir formaliser la façon dont ça se passe, et notamment définir les jours télétravaillés, pas télétravaillés, les heures de télétravail, comment ça se passe pendant ces heures-là, etc. Voilà. Donc là, c'est les 3 voies réglementaires qui permettent la mise en place du télétravail si on a le souhait de le formaliser au sein de l'entreprise. Donc, quelques petits points. En cas de refus de télétravail par un poste éligible... Ah, pardon. Vas-y. Les contraintes sont tellement différentes, l'organisation du travail est complètement différente. Donc je trouve que c'est difficile de faire un accord politique et c'est difficile aussi de faire par cas, sachant qu'il y a des gens qui ne veulent pas, des gens qui sont intéressés. Alors, la question qui est posée, c'est de dire effectivement, quand on est dans une entreprise type industrielle où on a effectivement toute une partie de la population qui de fait ne pourra pas prétendre au télétravail, et donc on n'a qu'une partie de la population qui vont être essentiellement les services supports qui sont concernés. Est-ce que voilà, l'accord collectif, peut-être pas, parce que ça va peut-être concerner que 20% de la population, et donc quelle voie prendre? Je dirais, il n'y a pas de bonne réponse, tout dépend aussi de la façon dont se gèrent aujourd'hui les relations sociales et notamment avec les partenaires sociaux. Je pense que dans tous les cas, à un moment donné, il faut les inclure, il faut les faire réfléchir au sujet parce qu'ils vont avoir ça. Alors si on est si on sait qu'on est 200 personnes et qu'on a 2 personnes qui vont être concernées par le télétravail, on ne va pas s'embêter à gérer un accord collectif. Par contre, si on sait qu'on a quand même 20% de la population qui est en service support et que potentiellement ils sont tous concernés, là je pense qu'on rentre quand même dans ce cadre-là, on peut en tout cas y entrer, ou alors on va au moins travailler sur une charte. C'est-à-dire que ça peut être de travailler sur une charte avec les personnes concernées, et de toute façon, à un moment donné, les partenaires sociaux, on va devoir les inclure, puisqu'on va à un moment donné les consulter, donc il vaut mieux les inclure avant. Donc effectivement, si ça concerne tout le monde ou presque tout le monde, on va plutôt être sur un accord. Si on concerne une partie de la population qui est identifiée, on va plutôt être sur une charte parce qu'on va échanger avec eux sur la construction. Et si c'est du ponctuel, on va rester sur le ponctuel. Voilà, donc quelques petits points légaux qu'on détaille rapidement. Donc, effectivement, en cas de refus du télétravail sur un poste qui a été identifié comme éligible, l'employeur se doit de motiver son refus. Hein. Effectivement, on en reparle un peu après, mais on parlait tout à l'heure de la notion des coûts. Aujourd'hui, l'employeur n'a pas obligation de prendre en charge les coûts, les surcoûts engendrés par le salarié qui va être lié au télétravail. Hein. Jusqu'à le prochain accord et suivant ce qu'il y aura dedans. On est sur une notion d'accord, hein, on est comme sur un contrat de travail, la question se posait tout à l'heure. Hein. Si je ne suis pas d'accord au début sur le salaire, je ne vais pas signer de contrat de travail. Si je ne suis pas d'accord sur les conditions dans lesquelles se passe le télétravail, je n'aurai pas de télétravailleur. Après, ce n'est pas parce qu'il n'a plus à les prendre qu'il ne doit pas les prendre. Il peut les prendre en charge, hein, et il n'a pas d'obligation. C'est-à-dire que si on a un accord collectif, évidemment, on a le fait qu'il n'y a pas pris en charge des coûts, si après ça change, on devra les prendre quand même. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, si demain il y a un nouvel accord qui sort et qui dit qu'il faut prendre en charge n'importe quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, sincèrement, je pense qu'il y a des coûts. Si on se met en face, alors tout dépend des cas. Hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais si on est 35 aujourd'hui entre les visios et les présentiels, il y aura 35 accords différents demain. Hein. Parce que chaque situation va être différente. Donc, suivant les matériels qu'on souhaite mettre à disposition ou qu'on veut mettre, il y aura de toute façon aussi des coûts pris en charge par l'entreprise.
Voilà. Donc effectivement, un point important, c'est qu'en cas d'accident sur le lieu de télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle, d'où l'importance de définir les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur est en télétravail, puisqu'on est sur ces plages horaires-là. S'il a un accident, il est présumé être en accident du travail. Si c'est un cadre au forfait, il est cadre au forfait, donc il n'a pas d'heures dans lesquelles il télétravaille. Voilà. Ben, pareil, comme au travail. Comme au travail, sauf que sauf s'il se renverse une casserole d'eau bouillante sur le bras et que dans son définition de fonction, il n'y a pas à faire la cuisine, il aura du mal à faire passer ça sous un accident de travail. Donc voilà. Ben, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui quand il est chez nous? La plupart du temps, c'est ça, on rentre à midi ou soir, on trouve un papillon dans la boîte aux lettres, et puis éventuellement, il faut organiser l'entreprise, on va chercher un pain. Ben voilà, tu es en train de travailler, tu es du genre qui arrive tout seul, tu descends, alors là, on peut aussi, on peut tout aussi bien, alors la inclure, hein, on va rentrer un petit peu, on va pas trop passer de temps, mais c'est important. On peut définir un espace aussi. Hein. À un moment donné, la personne, j'en sais rien, elle a défini son bureau, on est allé, on verra dans le DU, il faut examiner un peu où il va télétravailler. On a défini que son bureau, c'était ça, donc son espace de travail, c'est ça. Voilà. Alors effectivement, on ne saura jamais où il est tombé, où il s'est tordu la cheville, où il est machin. Enfin, combien de cas, si vous êtes là, DRH, vous avez déjà eu le cas qui arrive le matin, le lundi matin, hein, après qu'il s'est fait torcher sur le terrain de foot, et qui, merde, pas de chance, il s'est tordu la cheville au moment de pointer. Bon, ben voilà, c'est exactement la même chose. Donc, de ça, vous pouvez... Ce que vous faites de ça aujourd'hui, vous le ferez demain. Je pense... Bah là, vous pourrez dire aussi qu'il n'y a pas eu de fait. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça change? Bah si. Là-bas, vous savez le contexte dans lequel il se trouve pour télétravailler. Vous devez le savoir. On va en parler après, ouais. On va en parler après. C'est important de cadrer, mais ça. Alors après, le télétravailleur, soit il a envie de télétravailler, et il va aussi jouer le jeu. Soit il n'a pas envie, parce que c'est le problème, c'est ce qui s'est passé là dernièrement. Forcément, on peut avoir des cas, mais celui qui a envie de télétravailler, s'il veut rester en télétravail, il va faire en sorte aussi que ça se passe bien. Non, mais je suis d'accord. Après, non, mais il faut qu'on évite de faire ce qu'on fait partout en France, c'est-à-dire de construire des règles par rapport aux 2% qui ne veulent pas faire, ou d'essayer de construire des règles par rapport aux 98% qui ont envie. Donc, je ne sais pas combien de radars, de billets de radars sur les routes qui sont pas faits pour les 90% de gens qui respectent les codes, ils sont faits pour les 3-4% qui ne respectent pas. Ben, c'est ce que je dis. Et c'est ce que je dis, mais pourquoi de vouloir reproduire ça dans nos entreprises? On a la liberté dans nos entreprises de construire ce qu'on a envie de construire. Construisons pour les 98% qui sont de bonne volonté et voyons comment on gérera les 2%. Ce que je propose, c'est qu'on avance, on pourra rester dans la salle pour avoir cet échange-là, mais ça doit être très désagréable pour eux. Bah, et puis on a des questions aussi du chat, donc qu'on réponde. On vous répondra tout à la fin, hein, les personnes qui ont posé des questions dans le chat. Ok, donc voilà, je vais dérouler rapidement. Donc il faut par contre qu'on informe le salarié sur tout ce qui est restriction à l'usage des équipements, hein, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas avec l'équipement qu'on lui a mis à disposition ou les accès qu'on lui a donnés. Effectivement, j'en parlais tout à l'heure, donc il a priorité pour reprendre un poste, c'est-à-dire qu'il peut revenir dans l'entreprise et on doit s'il nous a sollicité, on doit lui proposer tous les postes. Il y a obligation d'organiser chaque année un entretien, hein. Donc il y a un entretien obligatoire avec le salarié pour voir comment ça se passe au niveau de sa charge de travail et de son organisation. Et puis bon, ça ce que je mettais, donc on a des rencontres qui sont en cours pour négocier un nouvel accord. Okay. Alors là, en un schéma, je vais reprendre tout ce que l'on a évoqué depuis une petite heure qu'on parle ensemble. C'est-à-dire toutes les étapes de réflexion qu'on doit mener pour valider le fait qu'on va télétravailler et comment on va télétravailler. Donc, dans l'entreprise, on avait cette volonté de lancer le télétravail.
Selon le niveau de maturité de l'entreprise, suivant le nombre de personnes, s'il y a des représentants ou pas, on va commencer à communiquer, à réfléchir. J'ai marqué au bon niveau. Peut-être que si on est 10 dans l'entreprise, ça va être entre nous 10. Si on est 75, ça va peut-être être qu'avec les représentants et puis certaines personnes. Donc, se poser déjà cette question-là. Les deux questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les tâches télétravaillables, poste par poste ou service par service. Donc là, on va mettre les gens au boulot. Vous avez certainement déjà des procédures dans vos entreprises. On reprend le flux des procédures, le flux des activités, et puis on coche ça oui, ça oui, ça oui, ça non, pas possible, oui, etc. Et également, on va se poser la question, on a des tâches télétravaillables, mais est-ce que notre process est suffisamment fluide pour que l'ensemble soit télétravaillable? Si je prends l'exemple, j'ai une activité à faire, après j'ai besoin qu'un collègue intervienne, après je reprends la main, et après il y en a un autre qui doit intervenir, on peut imaginer que dans la journée, ça va être beaucoup trop compliqué. Il faut vraiment qu'on ait des gros paquets de tâches télétravaillables en unités comme ça. C'est ça que j'ai appelé le process fluide. Quand on a répondu oui à ces questions-là, on va également se demander si l'équipe est favorable. Parce que si déjà, a priori, on fait front contre ça, ça va être quand même très difficile, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il faut emmener tout le monde, accompagner tout le monde. Donc, essayez de bien sentir, ou alors l'avoir extrêmement bien présenté au départ pour obtenir l'adhésion à ce projet-là. Quand on a répondu oui, on va regarder les faisabilités. Donc, faisabilité administrative, informatique, sociale. On va se poser un certain nombre de questions sur est-ce que c'est faisable chez nous. D'accord? Identifier les volontaires. On reste vraiment sur cette perception-là que, sauf en cas de force majeure, il n'y a que des gens qui ont envie, qui vont le faire. Et on va revenir sur le slide numéro 7-8 là. Est-ce que les volontaires, ils ont bien la capacité, l'état d'esprit, l'autonomie, le sens des responsabilités qui va bien? Même chose pour leur manager. Donc tout ça, c'est du questionnement à faire en interne avant d'avancer plus loin. Alors, assez facile, on va définir qui télétravaille et où, à son domicile, à l'extérieur. Et puis, on va définir les modalités pratiques. En fonction du pourcentage de tâches télétravaillables, par exemple, quelle durée et quand? 2 jours par semaine, 3 jours par mois, 3 jours par semaine. Et puis, on va parler du matériel et des consommables. Donc, on va voir tout à l'heure au niveau analyse de risque des conseils sur l'installation du poste de travail, le matériel nécessaire, etc. Donc là, dans l'accord, on va définir ce dont on a besoin, qui le prend en charge, comment. Et le sujet qui va venir tout de suite, et je pense que vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, c'est les modalités financières. La loi ne nous oblige pas à donner une contrepartie financière à un télétravailleur. Maintenant, dans l'accord, on peut tout à fait le prévoir et l'organiser. Comment on va gérer les consommations d'énergie, les réseaux, la surface, la mise à disposition du matériel par le salarié, Chacun va avoir sa propre réponse. Au domicile, il va falloir qu'on vérifie l'adéquation du domicile avec la fonction télétravail. Alors, quand je dis on vérifie, c'est soit le salarié lui-même, sur la base d'une liste qu'on va lui mettre à disposition, soit un représentant de l'entreprise, soit quelqu'un de l'extérieur, peu importe, mais on va se poser la question, domicile par domicile, est-ce que ça marche? Oui ou non? Parce que ce qu'on a fait là pendant 2 mois pendant le confinement, on ne va pas pouvoir le pérenniser toute la vie. On va se retrouver avec pas mal de problèmes si on continue à travailler sur le coin du comptoir de la cuisine et dans de mauvaises conditions. Donc, on va aller regarder les connexions, le confort, la prévention des risques, ça je vais faire 2 slides là-dessus, la confidentialité des données, etc. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là dans le projet, on peut confirmer que c'est faisable. À ce moment-là, on va à nouveau faire un gros effort de communication et à l'ensemble des parties prenantes, les télétravailleurs, leurs managers, ceux qui ne vont pas télétravailler, etc., pour expliquer que ça va se mettre en place. Très important, on va former et informer, mais de façon
formel, factuel. On va vraiment prendre des temps particuliers pour expliquer comment ça marche. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la courbe du changement. Vous savez, le premier rond, c'était le déni. On ne va pas télétravailler comme on travaille à la maison. Il y a un accompagnement, il y a des modes qui vont être différents. Il faut qu'on explique et qu'on échange là-dessus. Et puis, ça, c'est, je crois qu'il le disait tout à l'heure, Alain, on a tout à fait la possibilité, et même ça serait vraiment super bien de le faire, on va prototyper, on va tester, on va se poser des questions et éventuellement se remettre en cause avant de lancer la grosse cavalerie. Vous voulez poser une question? Non? Pardon? Allez-y. D'accord. Alors, un petit aparté pour le télétravailleur, comment il va mettre en œuvre le télétravail au quotidien. J'ai fait un petit schéma, là, genre PDCA. Donc, il va organiser le lieu et le poste de travail, il va gérer son matériel, il va planifier lui-même ses tâches, ses objectifs de la journée, en fonction de ce qu'on attend de lui. Il va définir les règles et les expliquer, les règles de fonctionnement avec les collègues, avec les gens qui habitent avec lui. Il va prévenir ses autres interlocuteurs professionnels. Ça, c'est la veille. Il est au bureau aussi, il ramène les documents dont il a besoin en fonction de ce qu'il va faire. Au quotidien, il va falloir qu'il se mette en place des petites routines. On a vu quand même beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui télétravaillent en pyjama. Moi, je conseillerais quand même aux télétravailleurs de prendre leur douche et de s'habiller comme s'ils allaient, à l'usine ou au bureau. Fermer la porte, éviter de gérer le quotidien pendant qu'on est en phase de travail. Avoir un début de journée, une fin de journée, des pauses, c'est important. Rester joignable et dire comment on se joint. Il y avait une discussion cette semaine sur LinkedIn, je ne sais pas si vous avez vu, quelqu'un appelle à l'usine, la standardiste dit « Ah ben non, madame Machin, je ne peux pas vous la passer, elle est en télétravail. » Genre, elle est en vacances, quoi. Ben non, si madame Machin, elle a des contacts avec des fournisseurs, des clients, des prestataires, il faut que d'une façon ou d'une autre, elle puisse leur parler au téléphone, même si elle est en télétravail. Donc, comment c'est des questions qu'on va devoir se poser. S'adapter aux aléas de la journée, les urgences dont je parlais tout à l'heure, et puis réussir à bien se déconnecter en fin de journée. Et puis, il va faire son bilan régulièrement. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Un peu ce qu'on fait au quotidien, mais là, ce qui prend un peu plus d'importance. Est-ce que je suis toujours motivée? Est-ce que je me suis pas, est-ce que j'ai pas procrastiné toute la journée et que finalement, j'ai rien fait de ma journée et puis il y avait personne pour m'aider? Il va donner du feedback à son manager, il va participer aux temps collectifs qui sont organisés, et puis essayer de s'ajuster. Je suis en train de prendre ta place là. Oui, c'est pas grave, tu t'es lancé. Oui, je suis à fond là. Le manager, c'est pareil, il va falloir qu'il s'organise et qu'il se mette avec cette nouvelle organisation. Donc, il va falloir qu'il travaille un peu plus sur les attendus éventuellement de la personne qui va être en télétravail, donc qu'est-ce que j'attends d'elle pendant ces temps et quel travail elle est censée fournir. Qui pense aussi, alors notamment si on est dans du télétravail plutôt long, à organiser des temps collectifs, qu'ils soient en physique ou qu'ils soient à distance. Qu'il soit effectivement porteur de cette organisation, qu'il soit dans la promotion, et qu'il soit capable aussi d'ajuster l'organisation si nécessaire. C'est à lui de se poser la question, tiens, je vais avoir 2 personnes sur 4 dans mon équipe qui sont en télétravail. Quel va être aussi l'impact sur les 2 qui n'y sont pas et comment j'organise ça. Ça va forcément modifier. Le fait de mettre en place des télétravailleurs va modifier l'organisation interne du service et donc le manager doit le prendre en compte. Il va falloir qu'il s'organise pour faire en sorte que cette nouvelle organisation vive au quotidien. Donc qu'il soit capable d'accompagner chacun, aussi bien ceux qui sont toujours sur place et ceux qui sont en télétravail, au bon niveau. En sachant que pourquoi pas, le manager peut être lui aussi en télétravail, avec des équipes qui sont toujours sur place et des équipes en télétravail. Donc on voit bien que cette question-là, elle est importante. Il faut qu'il arrive à être vigilant sur les difficultés d'organisation personnelle de chacun, à nouveau, ceux qui sont en télétravail et ceux qui ne le sont pas. Donc au début, il va y avoir un vrai suivi de proximité qui va devoir être fait pour vérifier que ça fonctionne, qu'il veille au respect des temps de travail, puisqu'il faudra de toute façon avoir défini, hormis les cadres en jour, comment le suivi du temps de travail se fait aussi entre le télétravailleur et sa hiérarchie, et qui pense donc à animer régulièrement des temps individuels et des temps collectifs
qui seront par visio, qui pourront être aussi en physique, si jamais les gens reviennent tous ensemble, l'organiser, à ce qu'ils reviennent tous ensemble de temps en temps sur le site. Et puis tout ça, effectivement, il faudra qu'il en fasse, qu'il en tire aussi une expérience, effectivement, qu'il donne du feedback aux salariés qui sont en télétravail ou pas sur comment ça se passe, comment lui le perçoit, qu'est-ce qu'il juge positif ou négatif dans ce qui s'est fait, qu'il soit effectivement à l'écoute des conditions de travail et qui s'en inquiète, qui s'interroge là-dessus, et puis qu'il soit capable donc de détecter les signes positifs et négatifs de la part du salarié en télétravail, à la fois sur son activité, mais aussi sur son état d'esprit. La dernière partie sur la sécurité. Donc, la sécurité du poste de travail en télétravail à domicile. On part du principe qu'au domicile, le poste de travail doit être considéré comme le poste de travail à l'entreprise. De ce fait, on doit mettre à jour le document unique quand on l'a, en intégrant ces nouveaux postes de travail. La limite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie de l'ANI 2005, il y a cette notion de on est au domicile du salarié. Donc on ne va pas forcément être autorisé à aller visiter le domicile. Et puis on n'aura peut-être pas non plus forcément la possibilité d'y aller d'un point de vue matériel. Donc là, c'est un sujet qu'il va falloir vraiment évoquer au niveau de l'accord ou de la charte pour savoir comment on fait, qui va gérer le domicile. Alors, si l'intervention de l'employeur sur place au domicile est acceptée, à ce moment-là, c'est simple parce que ça devient vraiment un poste de travail, comme on a l'habitude de le gérer quand on fait de la prévention sécurité du document unique dans l'entreprise. Donc, on va faire une visite, une analyse, l'évaluation des risques, et ça va se faire conjointement entre la personne qui appartient ou qui est envoyée par l'entreprise et le salarié. Si ce n'est pas autorisé, si le salarié ne souhaite pas que quelqu'un de l'entreprise ou un représentant vienne sur place, à ce moment-là, on va lui donner une grille d'analyse de risque. Ils ont déjà l'habitude, puisqu'ils l'ont déjà fait à l'entreprise. On va lui donner une grille, que je vais vous montrer tout de suite après, sur les différents risques qui sont identifiés en télétravail. Et puis, lui-même, on va lui faire confiance, il va la renseigner. Dans les deux cas, on a les situations dangereuses, l'évaluation des risques. On va identifier les moyens de prévention à mettre en place. Ils vont être validés par l'employeur, ils vont être mis en place, et une fois qu'ils seront mis en place, on va vérifier qu'ils l'ont été. Si on peut aller chez le salarié, on va faire une petite visite avec lui pour voir si tout va bien. S'il ne souhaite pas qu'on rentre chez lui, il va s'engager simplement à ce que ce soit fait. Alors, j'ai fait juste 2 slides sur la mise à jour du document unique, les risques et les moyens de prévention. Vous vous souvenez, dans le document unique, vous avez poste par poste, les situations dangereuses, les risques associés et les moyens de prévention, soit en place, soit à mettre en place. C'est exactement ce que je vous ai mis là. Donc, au poste de télétravail, on a par rapport à l'environnement domestique, ça c'est la situation dangereuse, des risques liés au manque de concentration, à la confidentialité, des risques liés à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Les moyens de prévention qu'on peut mettre en place, c'est faire une organisation spatiale du poste de travail. Si on a beaucoup de chance, beaucoup d'espace, les gens vont mettre à disposition un bureau. C'est quand même pas forcément ce qui va se faire dans la majorité des cas, mais au moins sanctuariser un endroit quelque part qui, pendant la durée du travail, va être le bureau de la personne, quitte à ce qu'il remballe le soir et qu'il le mette dans un coin ou ailleurs. Mais qu'on ait bien cette notion-là, j'ai un poste de travail. Et une organisation temporelle, c'est ce qu'on a dit, un début, une fin, des horaires. L'environnement matériel, c'est certainement ce qui vous questionne le plus. Le poste de travail, il doit être configuré pour éviter que les gens se blessent, et des maladies, et des douleurs, se fatiguent trop, etc. Donc, moi, je serais vigilante sur ce que j'ai précédé d'un point d'exclamation, le risque électrique. Je pense qu'on va trouver des ordinateurs, des imprimantes reliées à des prises électriques un peu faibles par des sommes de rallonge, des trucs infâmes. Donc là, le risque électrique, c'est probablement, de mon point de vue, le plus important
au niveau physique, électrisation et incendie. Donc, vraiment, point de vigilance là-dessus. Vas-y. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'assurer que la maison... L'installation. L'installation est aux normes? Oui. Aujourd'hui, les normes. Oui. Les normes, je suis tout le temps, je suis pas sûre que les salariés sont aux normes. Oui, je vais le commenter là. L'autre risque, c'est les risques de douleur. On disait, s'ils travaillent sur le comptoir de la cuisine ou dans le canapé avec l'ordinateur sur les jambes, ça va bien quelques heures le soir, mais toute une journée de travail, on va vite se trouver avec des problèmes de dos et autres. Donc, ergonomie, attention. Les risques de chute, vous parliez tout à l'heure. Donc, moi, je verrais plutôt encombrement. Il a ramené les dossiers, il les pose par terre parce qu'il n'y a rien, il n'a pas de structure pour ranger ses affaires. Les fils électriques qui vont être au sol. Donc, chute de plein pied, chute dans les escaliers. Tout ça, c'est des choses à regarder. Chute d'objets. J'imagine aussi assez bien qu'on puisse mettre des boîtes à archives, des documents en hauteur, et puis que ça nous tombe sur la tête quand on va les prendre ou quand le chat va passer. Peut-être moins critique, parce que quand même on vit dans les domiciles, tous les problèmes d'éclairage, de bruit, de chaud, de froid, etc. Franchement, ça, moi, j'en ferai pas une politique là-dessus. Les 4 premiers sont vraiment à regarder avec attention. Et donc, qu'est-ce qu'on met en face comme prévention? C'est le choix du mobilier. Donc, la table bureau, sur quoi il travaille, dans quel siège, s'il a besoin de documents, sur quoi il les range, le choix du matériel informatique et des logiciels, surtout l'ergonomie du clavier, de la souris, etc. Exactement comme on ferait s'il est au bureau. Hein. L'installation, les règles de travail sur écran, on commence à les connaître, hein, que la lumière ne reflète pas dans l'écran, etc. C'est des règles de bon sens qui s'appliquent déjà dans l'entreprise, qui doivent aussi s'appliquer à la maison. Organiser la zone, la circulation, l'encombrement, le fait qu'on pourrait buter sur quelque chose, les stockages en hauteur, et puis, vous en parliez tout à l'heure, l'installation électrique. Je pense qu'il faut vraiment s'assurer que l'installation électrique de l'entreprise, du domicile, est conforme et va pouvoir supporter ça, qu'il y a assez de prises dans la zone pour ne pas avoir à faire des montages de rallonges et de prises multiples, etc. Donc ça peut se faire, soit la personne, elle est en location, elle a un certificat électrique, c'est obligatoire quand on loue ou quand on achète, soit on peut, si on a un doute, faire un constat de conformité électrique à la charge de l'entreprise probablement, parce que je ne vois pas très bien un salarié qui payerait ça pour son compte. Mais on doit l'avoir en tête. Je vous tue là. Et l'autre point qui est important là-dessus, notamment sur le risque électrique incendie, c'est de bien informer le salarié. Il doit aussi voir avec son contrat d'assurance, habitation, pour déclarer que maintenant il ne fait pas que de la vie privée, mais qu'il fait aussi de la vie professionnelle à son domicile. Allez-y. Question, tout le monde n'a pas un téléphone. Oui. Donc, par contre, il faut envisager que dans télétravail, il soit pas amené à recevoir ou passer des coups de fil. Donc, est-ce qu'il faut qu'on équipe les gens? Alors, la question qui est posée, c'est quid du téléphone? Est-ce qu'on doit équiper les gens? On ne peut pas leur demander d'utiliser leur téléphone personnel. Ça va être vraiment à définir avec eux. Et je pense qu'on peut faire confiance au télétravailleur volontaire. Il va trouver des solutions. Maintenant, il ne va peut-être pas avoir envie de donner son numéro de téléphone personnel. Et je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais il peut collecter les demandes par mail et s'engager à rappeler les gens. Avec les contrats téléphoniques qu'on a, ça ne va pas lui coûter plus cher de rappeler avec son propre téléphone en numéro masqué ou s'engager à rappeler le lendemain ou peut-être rappeler par Internet. Chacun va avoir une solution à proposer. Mais en tout cas, il y en a. Et c'est sûr qu'il faut maintenir le lien téléphonique. Ça fait vraiment partie de la communication de base. Hein. Oui. Oui. Ce qui est dit là, c'est que privilégier les moyens de téléphonie par Internet, par Skype, par autre, de façon à ce que depuis l'ordinateur mis à disposition par l'entreprise, on puisse téléphoner à l'extérieur. Ok.
Le deuxième gros risque, et ça a été beaucoup évoqué pendant le confinement, c'est les risques psychosociaux liés au télétravail et, comme on a dit tout à l'heure, à l'isolement. Donc, le télétravailleur peut avoir des difficultés à gérer ce moment où il est isolé tout seul par rapport à la gestion des accidents, parce que c'est possible qu'il tombe ou qu'il se fasse tomber quelque chose sur lui et il va être tout seul à la maison pour appeler les secours. Dans les publications, là, on parle beaucoup de conduite addictive, des gens qui seraient un peu dans le fond, d'un point de vue psychologique, qui pourraient avoir tendance à s'adonner plus à ces conduites addictives que s'ils sont sur le lieu de travail où c'est quand même beaucoup moins facile. Donc, point de vigilance, l'absence de soutien social. Également, attention à la perception que les télétravailleurs vont avoir du contrôle que le manager va mettre sur eux. Il y a eu beaucoup aussi de communication sur les réseaux, là, sur le fait qu'ils avaient l'impression d'être fliqués. À quelle heure tu ouvres ton ordi, à quelle heure tu machin, à quelle heure tu le fermes, quand est-ce que tu vas manger, et là tu t'es absenté, et là je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu. Ça peut être très lourd, très très lourd. Donc attention à ça. Et puis également le retour qu'ils vont avoir des non-télétravailleurs sur le fait qu'ils sont à la maison, ils sont en train de s'occuper des gamins et d'étendre le linge et ils ne bossent pas pendant ce temps-là. Ça fait une demi-heure que j'essaye de les appeler. Donc tout ça, on va le mettre dans la famille. Risques psychosociaux, ça va peut-être prendre encore plus d'ampleur dans votre document unique que ce que vous avez aujourd'hui, que les gens sont ensemble. Donc, on ne va pas forcément revenir sur les moyens de prévention, vous les aurez dans le document, parce que c'est pratiquement ce qu'on a évoqué depuis le début. Si vous voulez bien, je vais avancer parce qu'il est 10h10. Et je crois qu'on a terminé la présentation. On voulait éventuellement, si vous avez le temps, continuer un échange et puis répondre à des questions qui n'auraient pas été évoquées. Peut-être prendre le micro s'il y a des questions comme ça, les personnes en visuel l'entendront. Ah, le micro sans fil. Si vous êtes d'accord, on va peut-être prendre les quelques questions qui sont tombées sur le chat. Alors, on a une question. Le salarié doit-il assurer son matériel contre le vol, l'incendie? Alors oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut surtout qu'il fasse le point avec son assureur pour être sûr que ce soit couvert. Sur le risque incendie, forcément, puisqu'il va il va travailler ou il va être plus présent à la maison qu'il ne l'est habituellement. Et là, il faut voir aussi avec l'entreprise, puisque effectivement, il va falloir qu'il soit assuré à son domicile pour du matériel mis à disposition par un tiers, en l'occurrence l'entreprise. Donc, il faut de toute façon qu'il voit ce point-là avec son assureur. Oui. Les critères de faute inexcusable de l'employeur sont-ils les mêmes au sein de l'entreprise et à un domicile privé? Sur le principe, ça ne change pas, puisqu'on est considéré comme étant en activité de travailleur, comme si on était dans l'entreprise. La relation contractuelle entre le salarié et la direction ne change pas, quoi. On voulait prendre le micro pour que les autres entendent. Aujourd'hui, comment vous faites si vous avez des commerciaux qui tournent sur le terrain? C'est pas simple. Non, mais on le fait. J'ai pas le choix. Non, mais j'ai pas le choix. Je ne me posais pas la question. J'ai pas le choix. Et quand j'ai le choix, j'ai des bureaux super confortables, j'ai aménagé. Et le domicile des gens que je ne connais pas, moi, sincèrement, je n'aurais pas de bureau, je dirais, non, on a super bureau, je trouve ça dommage. Et bien là, il n'y a pas de. Alors, toujours en rappel, il n'y a aucune obligation de mettre en place du télétravail. J'ai des demandes, parce qu'on en entend tellement, c'est bien, c'est la solution. Alors, je pense qu'il faut échanger d'une part peut-être avec les gens, parce que là aussi, je pense qu'on a vécu dans le télétravail deux choses qui ne sont pas la vraie vérité. Ceux qui se sont retrouvés en télétravail dans des conditions catastrophiques, avec les 2 conjoints, les 4 enfants, à s'occuper des devoirs, à s'occuper de tout le monde, et donc impossible de travailler. Donc ceux-là ont vécu un télétravail qui n'est pas du tout confortable, parce qu'en plus ils n'avaient pas d'espace. Il y a ceux qui ont vécu un télétravail un peu trop confortable. Donc ceux qui avaient de l'espace,
il n'y avait pas spécialement d'enfants à qui s'occuper ou les enfants géraient, et qui en plus, comme ça s'est mis en place de façon spontanée, avec des activités qui étaient quand même pour la plupart bien réduites pendant ce temps-là, on a vécu un télétravail à la maison où il n'y avait pas grand-chose à faire, parce que l'activité était quand même beaucoup réduite, donc j'étais confortablement à la maison à faire 50% de l'activité que je fais d'habitude au bureau. Donc pour cela, effectivement, ça a été le paradis et j'ai envie de recommencer. Sauf que demain, si on les met en télétravail organisé, déjà, ils auront au moins 100% à faire de ce qu'ils faisaient. Donc, à nous de veiller à ce que leur journée soit correctement occupée, et correctement occupée comme elle doit l'être quand ils sont présents. Et qu'est-ce que ça apporte aussi de vivre ça, échanger avec eux sur la perte du lien social ou du pas lien social, et puis avoir, hein. Mais à un moment donné, l'entreprise ne va le mettre en place que positivement si elle pense qu'elle a elle aussi un intérêt. Sinon, voilà. Ben voilà. Ben après, non, mais ça, c'en est un. Oui, voilà. Ça, c'en est un. De ne pas perdre ses salariés, pour moi, c'est une vraie motivation. C'est un cas particulier, c'est une fille qui rentre de congé maternité. Elle n'a pas connu le Covid, elle s'est arrêtée en février, elle revient début septembre, elle dit moi, je me dis télétravail, tout le monde dit qu'il faut télétravailler, je peux marquer à la femme, je veux télétravailler. Elle est la seule à ce poste. Les commerces sont pas du tout en vie, on est tous habitués à travailler comme ça, elle a un bureau toute seule. Là, c'est à voir au cas par cas, quoi. Est-ce qu'il faut essayer? Est-ce qu'il faut essayer ponctuellement, sur une journée par semaine? Est-ce que, voilà. C'est là où la notion de réversibilité, Voilà. ça peut être une idée de contrôle. Elle trouve que c'est bien, et elle va l'expérimenter, et elle va demander à revenir au bureau. Je pense qu'effectivement, le télétravail, ce n'est pas non plus la panacée pour tous les métiers, et elle va peut-être se rendre compte qu'effectivement, il y a des jours où elle est en télétravail, où il faudrait qu'elle avance et où elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas les infos qu'il faut, elle n'a pas le collègue qu'il faut. Et... J'ai encore deux questions. Ouais. Alors, deux questions. Alors, nous prêtons un ordinateur portable aux salariés et l'assurons. Nous avons demandé à nos salariés de prévenir leur assureur et de nous fournir une attestation indiquant que s'il y a vol, incendie ou autre dégâts sur l'ordinateur du fait du domicile, c'était pris en charge par l'assurance habitation. Une partie des salariés ont obtenu cette attestation, mais plusieurs assureurs leur ont répondu que c'était à notre entreprise d'assurer le matériel prêté pour tout risque. Qui a raison? Là, il faut qu'ils voient leur service juridique. Non, c'est compliqué. Là, on n'est pas spécialiste des assurances. Je pense qu'à un moment donné, on a l'utilisation de toute façon d'un matériel chez soi et donc il y a un risque associé. Et si c'est un événement de la vie privée pour moi qui intervient sur l'ordinateur, ben, c'est celui qui gère la vie privée. Mais là aussi, on est dans l'accord. Après, qui va prendre en charge s'il y a un surcoût? Ça, c'est une deuxième question, quoi. C'est qu'effectivement, l'assureur veut peut-être bien prendre en compte à titre privé, à condition que l'utilisation soit plus importante. Et là, qui prend en charge, ça fait partie à nouveau de la... C'était l'objet de l'autre question, effectivement, concernant les coûts. Nous ne sommes pas obligés par la loi, mais cependant, beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que l'entreprise doit prendre en charge tous les surcoûts engagés par les salariés lors de la réalisation du télétravail, chauffage, abonnement téléphonique. Donc, dans un certain sens, nous sommes bien obligés de prendre en charge les coûts. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux niveaux dans ce qui est dit là. Il y en a un qui va être les coûts, effectivement. J'impose aux salariés il va avoir un matériel et éventuellement, il y a un surcoût d'assurance qui est lié au fait qu'il y a un matériel qui lui est mis à disposition, pourquoi pas. On va lui dire qu'il faut qu'il imprime. On sait que dans son travail, il a 50 impressions à faire par jour. Qu'à un moment donné, on prenne en charge le coût d'impression, ça ne me paraît pas aberrant. Après, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il faut qu'on prenne le prorata de consommation électrique, de consommation de chauffage, etc. À nouveau, c'est un volontariat des deux parties. Ce n'est pas l'entreprise qui impose aux salariés de devenir télétravailleurs. Le salarié, il souhaite devenir télétravailleur. Donc, voilà, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Et ça fait partie de la négo, soit dans l'accord, soit dans la charte, soit dans l'accord individuel. Et je pense qu'il faut vraiment différencier ce qui va être imposé par l'entreprise. Et là, pour moi, s'il y a des surcoûts, c'est du rôle de l'entreprise de le prendre en charge. Et ce qui va être lié au fait qu'on se retrouve au domicile du salarié. Et il y a tous les petits coûts annexes. Et ben, voilà.
Et alors justement, pour les coûts annexes, on va vous le mettre en lien dans le PowerPoint. Il y a l'URSSAF qui a sorti, qui met à disposition une grille qui s'appelle Évaluation des frais engagés par le salarié en télétravail, et il donne une base pour évaluer ces frais-là, c'est-à-dire les frais fixes du logement, les frais variables, les dépenses d'acquisition du matériel. Voilà, tout ça, c'est vraiment listé, bien documenté, et ça a l'air d'être complet au niveau matériel informatique, etc. Et comment on évalue les frais? Est-ce qu'on fait au rata? Est-ce qu'il doit y avoir un seuil, un plafond? Exonéré de charges dans la limite 2. Alors, écoutez bien, parce que j'ai eu du mal à comprendre hier. Quand on fait une journée de travail par semaine, en télétravail, une journée de télétravail par semaine, à la fin du mois, on a 10 € de remboursement de frais qui sont exonérés de charges. Si on fait 3 jours par semaine, on a 30 €. Si on fait 4 jours, on a 40 €. Voilà comment ça marche. Mais rien ne nous empêche d'aller au-delà. Rien ne nous empêche d'aller en deçà. C'est vraiment vous, avec vos salariés, qui allez définir jusqu'où vous allez. Sur cette base-là, franchement, je pense que ce n'est pas polémique. Autre question? Non, c'était juste une remarque que ce ne sont pas des petits coûts quand vous additionnez tout multiplié par le nombre de salariés. Oui. Bon, ça c'est sûr. Ça a des coûts. Après, il y a toujours une balance. En face des coûts, il y a des avantages. On va peut-être avoir des salariés plus productifs. Enfin, je ne suis pas là pour défendre le télétravail, hein, mais il faut tout regarder probablement. La question se pose aussi pour les gens qui voudraient à un moment donné augmenter leurs locaux parce qu'ils étaient dans des locaux où ils étaient neufs ou qui passent à 13. Et on n'a pas forcément la place pour en mettre 4 de plus. Et donc, soit on change de locaux et ça coûte très cher, soit on met de façon globale 4 personnes en moyenne en télétravail. Donc là, chaque cas est effectivement différent. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Tout à l'heure, vous avez évoqué le travail isolé. C'est une question que je me posais. Travailler un salarié dans un entrepôt tout seul, avec pas de contrat. Et là, le gars, il est tout seul chez lui. Oui. Il lui arrive un pépin, il peut mourir, il attend 3 jours que quelqu'un de là. Et on arrête là. Oui, c'est le gros problème. Hein. C'est le gros problème. Ils sont en situation de travailleurs isolés. Donc, il faut en discuter avec eux. Peut-être qu'il y a des pathologies qui vont permettre de dire non, tu ne peux pas télétravailler parce que tu es sujet à malaise et donc on ne pourra pas te porter secours et tu ne pourras pas appeler les secours. C'est vraiment une grosse discussion à avoir, peut-être aussi avec les médecins du travail ponctuellement. C'est ce que j'allais dire. Je pense que demain, à mon avis, le télétravailleur fera partie d'une catégorie particulière en termes de médecine du travail. Un inspecteur compétent du travail, c'est c'est celui de l'entreprise, je pense. C'est le cas aujourd'hui, puisque vos travailleurs ils peuvent être dans 5 départements ou 10 départements différents. Bon. On avait juste le truc là, des facteurs de succès. Tu veux les commenter? Je ne sais pas si c'est cela que je voulais commenter. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, quand on se pose la question, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'était un peu de vous dire, voilà, vous voulez demain mettre un accord, une charte, juste une relation entre votre salarié. Voilà un petit peu toutes les questions et tous les aspects qu'il faut de toute façon aborder avant et aborder avec lui ou avec eux. Ça va demander différentes choses, mais on le voit bien, c'est d'anticiper, parce que le temps de se poser toute cette question et d'y apporter des réponses, ça prend du temps, donc il faut le préparer. Ce qui est important, c'est effectivement de faire participer les salariés ou les acteurs le plus en amont possible, parce qu'effectivement, on y est revenu plusieurs fois, et notamment Sandrine, sur le fait que les gens qui sont non télétravailleurs, c'est eux qui peuvent faire en sorte que le système ne puisse pas fonctionner. Et puis donc on arrive derrière, il faut informer tout le monde et il faut former tous ceux dont c'est nécessaire. Donc, former à l'utilisation des outils informatiques s'il y en a, former à comment j'anime une réunion à distance, former à comment je manage quelqu'un qui n'est pas tout le temps présent. Voilà. Il y a aussi tout ça, il ne faut pas oublier quand on met l'accord ou autre, tout cet accompagnement qui va être absolument indispensable. Donc les facteurs de réussite, je pense qu'effectivement, le premier, c'est le management. Il faut déjà être sûr que le management, il a envie de travailler avec des collaborateurs en télétravail.
Parce que sinon, ça va être forcément très compliqué. C'est sujet à l'échange qu'on avait tout à l'heure sur l'accident du travail. Hein. Si de toute façon, on n'est pas en confiance, bah oui, comme aujourd'hui. Hein. Je veux dire, pour moi, même le salarié, s'il est là, si je ne suis pas en confiance avec lui, voilà. Mais d'autant plus à distance, la confiance va être essentielle. La communication, à nouveau, la communication avec les télétravailleurs et avec les non-télétravailleurs. On avait parlé tout à l'heure dans la liste, comment faire en sorte que toutes les informations, qu'elles soient formelles ou informelles, circulent. Comment on est sûr que les gens y restent en réseau et ils continuent à communiquer entre eux, etc. etc. Et j'oublie pas, quand je passe une info, de me dire merde, j'ai réuni mes 4 gars qui sont là, mais j'en ai un qui est en télétravail, j'ai oublié dans la bataille et lui, il n'a pas l'info. Ou une info que j'ai passée aux télétravailleurs parce qu'on a eu un échange et qu'il ne faut pas que j'oublie de redescendre à l'équipe parce qu'ils vont être impactés. L'engagement. Si on y va, il faut que les télétravailleurs et leur entourage soient engagés et il faut que l'entreprise y aille aussi avec engagement et avec l'envie d'y aller. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même de l'organisation à mettre en place dans l'entreprise, dans l'équipe et aussi sur le lieu du télétravail pour faire en sorte que tout ça, ça se passe au mieux. Voilà, donc n'hésitez pas, d'une part, si vous avez d'autres questions qui viennent, d'autre part, si vous voulez avancer sur le sujet et que vous avez besoin ou pensez avoir besoin d'être accompagné. Ça peut être aussi une solution par rapport à vous décider de mettre le télétravail, il faut aller faire des visites chez le salarié, mais vous n'avez pas envie d'y aller vous pour plein de raisons, ou le salarié n'a pas envie de vous y voir. On peut aussi être des tiers intervenants pour aller, à un moment donné, valider la façon dont ça s'organise. Voilà. Bon, moi, je suis persuadé que c'est un vrai sujet. On voit bien qu'on est en train de reprendre des restrictions. Alors 3 n'est pas encore écarlate, mais on ne sait pas si ça arrivera et quand ça arrivera. Je pense que le télétravail va redevenir d'actualité certainement très prochainement. On voit bien dans tous les lieux où on est en situation rouge vif ou écarlate, ils sont en train de relancer en disant à nouveau tous ceux qui sont en situation de pouvoir télétravailler. C'est dur aussi dans une même organisation, une même entreprise, d'avoir ceux qui effectivement ont cette possibilité-là et les autres qui ne l'ont pas. Le risque, il est le même. C'est un peu compliqué. Ça donne un peu l'impression que certains ont privilégié d'être protégés du groupe et d'autres. C'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut aussi inclure les autres, hein, même ceux qui ne sont pas concernés, et voir un peu quel est leur ressenti, quoi. Est-ce que c'est quelque chose, et est-ce que c'est parce que moi je ne peux pas faire que l'autre ne doit pas pouvoir faire? Moi, si ça ne m'enlève rien, pourquoi l'autre ne pourrait pas? Si j'étais à sa place, j'aimerais bien en profiter. Donc voilà, ok, j'y suis pas. Mais qu'est-ce que ça va m'enlever à moi? Si ça ne m'enlève rien, la jalousie, vous savez, ça n'apporte pas grand-chose. Hein. Donc on sait que c'est présent, donc il faut le traiter. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le traiter et le prendre en compte. Mais voilà, posons la question avec les gens, ok. Et faisons-les rentrer, y compris ceux qui ne pourront jamais télétravailler, peut-être dans la discussion, pour qu'ils aient l'occasion à ce moment-là d'exprimer la façon dont ils ressentent. Et peut-être que les télétravailleurs, du coup, se rendent compte du bénéfice qu'ils ont que les autres n'ont pas. Parce que parfois, ça peut les forcer à se dire, merde, je suis quand même dans une situation privilégiée, donc même si je me suis tordu la cheville en descendant l'escalier parce que j'allais ouvrir, je ne vais pas en parler. De toute façon, je suis en télétravail, donc je peux l'organiser, machin. Ça fait aussi partie de ça, hein, que les autres se rendent compte, voilà, que ceux qui ont éventuellement un avantage se rendent compte qu'ils l'ont, ou qu'en tout cas, ils sont perçus comme ça de la part des autres. On fait déjà partie du secteur essentiel, mais on a tout le temps travaillé, c'est jamais arrêté. Donc c'est un petit peu, les salariés déjà, aujourd'hui, dans les aussi, c'est pareil, ils ont le sentiment un petit peu qu'ils ont été un peu sacrifiés, qu'eux, ils n'ont rien de plus, ils ont travaillé, ils sortaient, il fallait faire classe aux enfants, il fallait faire la course, et d'entendre que beaucoup de gens n'ont pas travaillé du tout, ils ont eu leur salaire, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Là, je trouve que le climat, on sent les gens un petit peu quand même découragés par ces différences de traitement d'individus. C'est un peu dur à. Moi, j'essaie d'arriver. Mais c'est pour ça que faisons en sorte aussi que là où on met du télétravail, on s'est engagé, on s'est organisé pour être certain que la personne qu'on a mis en télétravail
est occupé à 100%, il va produire le même résultat de travail que s'il était là, voire plus. Pour que ça ne ressort pas comme étant en plus privilégié sur le travail, en sachant qu'on va déjà dire c'est privilégié dans l'organisation. Bon. Il y a eu d'autres questions? Non, c'est tout. Ben, on va conclure alors. Merci beaucoup. Ben, on espère qu'on a répondu surtout aux questions que vous aviez en arrivant, puisque c'était le but. Voilà, donc Caroline va vous diffuser, je pense, on va vous envoyer à hein. tous le support, effectivement. Vous aurez donc nos coordonnées, n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions qui reviennent. Je pense qu'important, c'est de vous dire, voilà, chaque situation est particulière. Aujourd'hui, la législation impose peu de choses, et plutôt de se poser des questions que d'apporter des réponses. Et donc, voilà, posez-vous-les et apportez-les à la situation qui vous concerne. Et la base, c'est volontariat. Ça, c'est des deux côtés. Dernier petit point, prochaine matinale, donc le 15 octobre, donc sur le même format, en présentiel et également en visio, sur le thème donc de l'accord de performance collective, donc une alternative au licenciement économique, qui sera donc présentée et animée par Maître Gaillet, qui est avocate au barreau de Reims. Voilà, donc vous recevrez un emailing comme d'habitude si le sujet vous intéresse. Un grand merci Sandrine, Alain, pour votre présence et votre présentation de qualité. Merci à toutes les personnes présentes derrière leur écran. J'espère que vous avez pu entendre quand même et que le support était de qualité. Et merci à tout le monde. Merci à toutes et tous, bientôt. en présentiel et à distance. Et puis bon accord de télétravail.